C'est... C'en est une bonne. Pascal, la semaine prochaine, il y a les élections aux US. Pas mal de gens parient que Trump devrait passer à 60%. De ce que j'ai pu lire dernièrement, notamment une analyse d'un économiste, il me semble qu'il s'appelle Christophe Barrot. Je trouve que c'est intéressant d'en discuter, pas forcément pour l'aspect politique de la chose, mais plutôt des partisans de Trump et des partisans de Kamala Harris. On sait que Kamala Harris, elle est pas mal soutenue par Microsoft, par Greylock, qui est un fonds d'investissement qui a été fondé par Reid Hoffman, fondateur de LinkedIn, entre autres. Il y a aussi Alphabet, qui a un grand soutien. Je crois qu'ils ont mis plusieurs dizaines de millions de dollars. Et de l'autre côté, tu as Trump, qui est soutenu, évidemment, on le sait tous, par Elon Musk. Tu as aussi Andreessen Horowitz, donc ce fonds d'investissement. Et voilà, c'est des gros entrepreneurs qui ont réussi. Donc, quoi qu'il arrive, il va y avoir, je pense, de gros changements. On s'est dit, on ne parlait pas de politique. On ne va pas parler de politique, mais on va parler de comment ça peut nous exploser à la gueule en bons citoyens suisses ou européens que nous sommes. Ouais, alors c'est un gros sujet. Là, le premier truc, c'est que évidemment, quand on vote en Suisse, c'est passionnant de suivre les élections américaines parce que c'est fun. Hein, c'est quand même des pros du show. Trump, il est allé sur Joe Rogan Experience, JRE. Les téléspectateurs peuvent mettre ça dans Google, ils iront voir la chose. Donc Trump, il a donné une interview de 3 heures. Et Joe Rogan, c'est le podcast le plus suivi au monde ou pas loin. C'est le plus suivi au monde, exact. Ouais, alors le plus suivi, je sais pas, mais en tout cas, c'est un des plus gros qui existe. Le mec est super drôle, il est comédien, il commente le catch, etc., etc., mais il s'intéresse aussi aux politiciens. C'était un supporter de Bernie Sanders, il l'a interviewé. Et il a fait genre 20 millions de vues en une journée. Des chiffres absolument ahurissants. Maintenant, je crois qu'ils sont à 60 millions. Ils ont posté la vidéo sur x.com Twitter. Ça a fait des dizaines de millions de vues. Il y a des shorts qui font des dizaines de millions de vues. Donc, c'est simplement pour, au-delà de l'élection américaine, le fait qu'un politicien maintenant ait un reach auprès du public qui soit immense via des channels YouTube et autres, ça montre qu'en fait, le paysage médiatique, il est en train de complètement changer. Ça, je trouve vraiment frappant. Une autre chose aussi que j'ai trouvé rigolote, c'est que le Washington Post, qui est propriété de Jeff Bezos, donc le fondateur d'Amazon, ils ont décidé de ne pas prendre parti pour un candidat ou une candidate. Ils voulaient soutenir Kamala Harris, puis ils ont finalement décidé de dire qu'ils ne prenaient pas parti. Et un chiffre que je trouve intéressant, parce que les chiffres, ce n'est pas des opinions, ce sont des faits. Donc, ils ont en une année gagné 4000 subscribers, donc des gens qui payent pour lire le Washington Post. Donc, en une année, ils gagnent 4000 lecteurs. Et là, suite à cette décision de ne pas se positionner pour Kamala Harris, ils en ont perdu 200 000. Wow. C'est vraiment moche. Incroyable. Ouais, c'est vraiment moche. Alors, j'avais mal pour eux parce qu'il y a certainement des journalistes extraordinaires au Washington Post qui font un boulot extraordinaire, etc. Ils ne sont pas forcément bien payés et tout. Et les mecs, tout d'un coup, il y a une décision qui est prise de ne pas soutenir un candidat, une candidate, et bam, ils perdent 200 000 lecteurs. C'est vraiment rude. Mais je pense que ça montre en fait que cette ancienne manière de faire du journaliste ou d'agréger des journalistes sur une marque comme le Washington Post, New York Times, etc. En fait, ça, c'est un peu fini parce qu'on est passé, on en avait déjà parlé, on est passé d'un truc top-down où il y avait un journal qui pouvait nous expliquer le monde et qui triait les news valables. Puis maintenant, on est dans un système de réseau où en fait, tout le monde fait le commentaire qu'il veut sur ce qu'il souhaite. Donc, il n'y a plus de contrôle. Et on voit en fait pendant cette élection que ce système, il est en train vraiment de s'écrouler. Et on est dans un moment de transition. On n'a pas encore vraiment le nouveau monde qui est vraiment bien établi avec des règles qu'on va retrouver. Puis il y a cet ancien monde qui s'écroule. Et ça, je trouve rigolo de le noter. Ouais, c'est intéressant justement que Jeff Bezos ait décidé de ne pas soutenir publiquement parce que justement, enfin,
quand on voit que ces manias de la tech achètent des journaux, enfin des canaux, bah, c'est justement pour de temps en temps et souvent influencer en fait, influencer le monde, influencer les pensées. Et c'est comme si on pourrait imaginer qu'à un moment donné, il n'y a plus forcément de soutien, ou il n'y croit plus, et puis qui prépare l'après en fait. Ouais, ça sonne un peu comme ça, disons. Ça, on a l'odeur et le goût, mais en fait, on ne sait pas. Moi, j'ai pas les éléments, on peut pas le dire, mais ça a bien cette tête-là. Peut-être une autre chose pour les auditeurs, peut-être la plupart des gens le savent, je sais pas, mais juste pour rappel, il y a eu une décision de justice aux États-Unis qui ne limite plus en fait l'argent qu'on peut donner à un candidat. Alors, ils appellent ça les super PAC. Il y a une espèce de règle qui fait que tu peux pas dicter comment l'argent sera utilisé. Mais enfin, quand tu donnes 1, 10, 50 millions à quelqu'un pour qu'il fasse campagne, faut s'imaginer que les mecs, ils attendent un retour sur investissement. Donc, bon, à moins que vraiment ils soient très investis émotionnellement. Mais j'y crois peu. Et en fait, cette décision de permettre d'enlever toute limite à ce qu'on peut contribuer en termes d'argent, c'est un truc qui est assez dingue, en fait. Le fait que ce soit permis me semble très bizarre. Et je pense que ça tord un peu les choses. Donc, il y a le fait d'acheter des médias, mais il y a le fait de donner des dizaines de millions à une candidate ou un candidat. C'est quand même un peu bizarre parce que le citoyen lambda comme moi ou toi, ben, pourquoi est-ce qu'on fait pas un chèque de 10 millions pour un politicien? Déjà, on les a pas. Et puis, on comprend bien la logique, on la sent. C'est donner autant d'argent à quelqu'un, ça veut dire qu'il va y avoir un retour. C'est le suffrage censitaire. On a déjà connu ça en Europe. Hein. Les gens pouvaient voter s'ils en avaient les moyens. Eux, je trouve pas ça très enthousiasmant. Donc ça, c'est probablement une caractéristique qui corrompt en fait le jeu démocratique. Enfin, à l'évidence, quoi. C'est clair. Ouais, en tout cas, je me réjouis de voir comment ça va se passer Ouais. et des répercussions que ça va avoir sur le monde du business et le monde de la tech. J'ai pas forcément bien suivi leur programme, mais je sais qu'il y aura pas mal de limitations par rapport à tout ce qui est crypto aussi dans le programme de Kamala Harris. Trump, il est un peu plus ouvert là-dessus, sur la partie innovation. Et d'ailleurs, bah, c'est pour ça que tu as Mark Andreessen et puis Ben Horowitz qui le soutiennent. Mais ça reste quand même assez flou. Bon, disons, c'est une manière, c'est possible, on verra, on peut pas vraiment savoir à ce stade, mais a priori, effectivement, Trump, il a l'air plus faveur au emerging tech, etc. Mais une chose qu'il faut pas oublier, c'est que ce soit Kamala Harris ou Trump, moi, je trouve que le show, il est cool parce que les Américains, ils sont forts. Hein. Quand tu vas voir un match de hockey aux États-Unis, c'est génial. Il y a de la musique, du light show, il se passe des choses. Donc, ils ont le sens du show. Mais il faut pas oublier une chose, c'est qu'il s'agira d'une ou d'un président américain. Les présidents américains, ils défendent pas les intérêts de l'Europe. Absolument pas. Et surtout pas de la Suisse. Hein? Donc, en fait, ça me fait toujours marrer parce qu'on est là à se demander si la balance, elle va de ce côté ou de ce côté, comment ça va nous aider. Mais à la fin de la journée, c'est une présidente ou un président américain. Donc, je ne crois pas que. Alors, est-ce que ça aura une influence? Probablement, mais il ne faut pas oublier que le gros de la chose, c'est que ce n'est pas pour nous. C'est pas nos intérêts que ce president-elect va défendre. Ouais. Donc, on verra bien. Merci en tout cas d'avoir partagé ton point de vue. Et on ne pouvait pas justement commenter l'actualité sans parler des élections en surface. Hein. Évidemment, on n'est pas spécialiste, expert politique. Donc, on vous donne un peu cette partie business. On vient sur notre courrier des lecteurs. Mais oui, bien sûr. Que tu aimes tant parler. C'est vrai que moi, comme je te disais, ce terme, j'ai pas dû l'entendre depuis longtemps, depuis le Club Dorothée. Ouais. C'est clair.
Mais bon, ce qu'on fait, on n'arrive pas à la cheville du club de Dorothée, c'est évident. Non, non. Parce qu'on a autant de succès, ce serait bien. On pourrait l'inviter. Why not? Est-ce que tu veux t'approprier justement ce retour que tu as eu sur… Ouais. De nouveau, la Migros, c'est quand même une immense institution en Suisse. Moi, je suis un immense fan de la Migros. Puis j'ai vu, on parlait donc pour ceux qui auraient loupé l'épisode, mais on parlait de l'application de McKinsey qui, en fait, était là un petit peu comme une excuse pour annoncer des mauvaises nouvelles par rapport à la Migros, des réorganisations, des licenciements, etc., etc. Et puis, le point que j'essayais de faire, c'était que souvent, les consultants, ils sont bons en innovation. Ce sont des gens en général très compétents et qui sont un peu utilisés comme faux nez pour annoncer les mauvaises nouvelles. Et puis là, je vois sur la RTS une news qui dit que la Migros se repositionne, donc ils ont l'air de faire des choses tout à fait intelligentes. En gros, ils se repositionnent sur leur métier de base qui est de vendre des salades, des biscuits, etc., etc. Et qui vont investir 2 milliards en 5 ans pour rénover leur réseau de magasins, faire des nouveaux magasins, donc 140 nouvelles enseignes et ils vont rénover 350, ce qui est dingue. Et après, ça m'a beaucoup frappé parce que, en gros, ils expliquent qu'ils vont aussi diminuer leur prix et donc je cite, le groupe entend en outre développer la part de marque propre au sein de son assortiment, donc toutes les copies de marque qu'ils font, et renoncer sciemment à un demi-milliard de francs sur 5 ans en s'imposant des baisses de prix destinées à doper sa compétitivité face aux discounters. Donc en fait, il renonce à un demi-milliard. Alors quand je l'ai lu comme ça, je me suis dit, oh, c'est cool, c'est généreux de sa part. Après, je me suis dit, mais attends, en fait, il nous explique qu'il a trop monté les prix. D'accord? C'est ce qu'il dit. Donc, en fait, ils ont monté les prix. On l'a tous senti en allant faire nos commissions à la Migros, quoi. Ça coûte assez cher de nourrir une famille. Et là, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut renoncer à aller chez Lidl et Aldi parce qu'en fait, eux, maintenant, ils ont un peu exagéré, alors ils vont baisser les prix. Non, mais quoi? Je veux dire, c'était très habile de sa part de présenter ça comme une bonne nouvelle, mais en gros, ils vont essayer de corriger le tir. Alors, honneur à eux, c'est très bien, mais je suis pas sûr que d'arrêter d'aller chez les discounters, ce soit une bonne idée, parce que visiblement, c'est ça qui met la pression sur les prix à la Migros, donc faudrait plutôt continuer à le faire. En plus, apparemment, sauf erreur de ma part, je crois que Lidl et Aldi ont fait une annonce à ça, comme quoi ils allaient rentrer aussi dans cette guerre des prix. Ce qui est dommage, c'est comme tu dis, c'est qu'ils ont été trop loin et puis c'est vrai que le prix à la Migros est excessif. Hein. Oui. Puis tu sais, quand tu diriges une boîte puis que tu dis que tu vas sciemment renoncer à 500 millions de profits, je veux dire, après, il faut faire la part des choses. Ça se trouve, ils le perdent déjà. Hein, justement, ils ont appelé McKinsey et tout et qu'ils veulent baisser les prix, c'est qu'ils sont déjà en train de perdre des parts de marché alors qu'ils se sont gavés pendant des décennies. Tu vois, en fait, Coop et Migros, en Suisse, ils ont vraiment un monopole, hein, on peut dire. Ouais. Puis ça montre en fait les bienfaits de la concurrence dans l'industrie privée. En fait, s'ils réagissent parce qu'il y a d'autres acteurs qui prennent un autre chemin. Donc, mais ça m'a fait rire quoi, de suivre cette affaire. Et surtout, ce qui m'a fait marrer, c'est de voir le contraste entre ce qui est annoncé comme étant une recommandation de consultant et puis ce qui est annoncé comme étant les bonnes nouvelles. En fait, c'est pour le management. Les mauvaises nouvelles, c'est pour les consultants. C'est assez rigolo. Ouais, moi, d'ailleurs, justement, par rapport à nos discussions précédentes sur la Migros, j'ai une amie qui bosse là-bas en tant qu'externe. Et puis, elle m'a dit que, justement, les conditions de travail étaient assez dures, quoi. Ces derniers mois, qu'il y a beaucoup de stress. Ils embauchent plus forcément. Donc, c'est beaucoup de 20-30% des jobs un peu précaires
où elle, par exemple, va faire le réassort de 6h à 9h du mat, et puis tu trouves plus vraiment d'emploi, tu vois, dans la vente. Donc, c'est assez triste dans le sens où, pour moi, vraiment, pendant des années et des années, ils se sont gavés. Et là, évidemment, ils doivent prendre des décisions, mais je ne sais pas si c'est les bonnes. Surtout de concurrencer, enfin, d'avoir cette compétition sur le prix, tu vois, au centime près. Je ne sais pas si c'est quelque chose sur le long terme qui est pérenne pour tous. Bon, c'est difficile à juger sans avoir le détail des chiffres, mais je dirais ça remonte encore une fois en fait que diriger une entreprise c'est pas si simple. Je suis absolument certain que dans toute leur vague de diversification où ils ont fait de la dentisterie, des meubles, etc., ils se sont pas dit bon, on va merder, ça j'en suis sûr. Ils ont essayé, ils ont fait au mieux. Bon, ben voilà, ça n'a pas fonctionné. Le fait qu'ils se recentrent sur leur cœur de métier, qui est d'avoir des magasins qui vendent des produits alimentaires et des produits de consommation courante, ça m'a l'air d'être plutôt une bonne stratégie. Le fait qu'ils investissent des sommes quand même considérables, hein, 2 milliards, c'est quand même, en 5 ans, c'est quand même respectable. Dans le réseau de distribution, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'ils croient en leur propre business, puis qu'ils investissent dans leur cœur de métier. Donc, tout ça, ça a l'air assez bien. Puis le fait qu'il y ait les hard discounters, ça nous montre quand même, en tout cas dans le communiqué qui fait, que c'est grâce ou à cause d'eux, en fait, il y a une pression sur les prix, ce que probablement que les clients d'Amigo apprécieront. Je pense pas qu'il va y avoir non plus une course vers le fond, c'est-à-dire que c'est de moins en moins cher. Si on regarde, en fait, sur une centaine d'années, on paye peu cher pour la nourriture, pour se nourrir par rapport dans le temps long. Hein. Si on le regarde dans le temps long, les prix pour se nourrir ont beaucoup baissé. Donc, ça reste raisonnable. Mais je dirais que ça montre encore une fois à quel point c'est délicat de gérer des géants de cette taille. C'est vraiment difficile. C'est pas il y a qu'un faucon et puis qu'il y a des solutions toutes faciles. Mais moi, je trouvais intéressant d'insister sur la manière de communiquer. Et puis, ce truc qui m'a vraiment fait rire, qu'en fait, le mec, il est trop bon avec nous parce qu'il nous fait cadeau de 500 millions de baisse de prix. Tu vois, C'est le Robin des Bois. ouais, mais c'est vraiment ça. Et en fait, il se positionne comme ça. Bon, si ça marche, tant mieux pour lui, mais quand même, je trouve qu'il fallait oser, quoi. Mais tu vois, c'est intéressant parce que toi et moi, on aime bien parler d'innovation, et on sait que innover, c'est très dur, mais de maintenir son core business avec tous les changements qu'il y a. Et on le voit notamment avec la news que tu m'as balancée sur Volkswagen et puis l'industrie automobile européenne Ouais. qui est vraiment en perdition. Et ça fait, ça fait peur, hein, on va dire, avec les chiffres qu'ils ont annoncés de licenciements, ce qui est en train de se passer. En plus, je crois que tu as Tesla qui a pris 15 ou 20% en bourse et tout. Et que tu vois que les mastodontes, les boîtes d'époque qui dominaient le marché, bah, elles ont du mal. Alors, le truc, c'est qu'il y a le patron de Renault qui s'est exprimé récemment et puis qui avait vraiment l'air désespéré. Ils ont cette transition vers le véhicule électrique, de nouveaux acteurs qui entrent sur le marché, comme Tesla aux États-Unis ou les constructeurs d'automobiles chinois comme BYD. Moi, dans une vie antérieure, BYD, c'était un fournisseur de batteries qu'on trouvait pas très bon, en fait, pour dire la vérité. Mais bon, c'était il y a plus que 10 ans, mais à l'époque, ils faisaient des batteries lithium-ion qui n'étaient pas forcément hyper safe et solides. Et puis maintenant, c'est un des plus grands constructeurs automobiles au monde. Je veux dire, c'est absolument dingue. Donc, les constructeurs historiques en Europe, donc que ce soit Renault, Stellantis, le groupe Volkswagen, qui a aussi toute une série de marques allant de Audi, Bentley, etc., ou le groupe Mercedes, en fait, il y a toute cette vieille Europe qui faisait des voitures à combustion, donc avec un moteur thermique, où finalement, le software n'avait pas une immense importance. D'ailleurs, il y a le patron de Ford qui explique ça très bien. Il dit qu'ils ont une monstre peine à régater face à Tesla parce qu'en fait, ce qu'ont fait les constructeurs historiques, donc BMW, Mercedes, Ford, etc., tout cela,
Ils ont sous-traité en fait le software à leurs fournisseurs. Puis tu as par exemple l'ABS qui cause suivant un protocole, tu as les essuie-glaces qui causent avec un autre protocole, etc., etc. Puis ils ont tout sous-traité la réalisation de ces petits softwares aux fournisseurs. Et puis maintenant, en fait, ils font un software intégré. Une voiture, c'est presque autant un soft que du hardware. Hein. Donc il y a les deux. Il y a le hardware parce que ça fait quand même 1 tonne, entre 1 et 2 tonnes de métal, de fer, d'aluminium, de batterie, etc., etc. Et puis un software pour faire que tout ça fonctionne en harmonie et de se transformer d'une entreprise qui fabriquait des boîtes de vitesse et des moteurs pour devenir une entreprise qui fait du software, c'est pas si facile. Là, on peut vraiment pas les blâmer. Alors, bon, il y avait le Mais patron de. juste Vas-y, vas-y. là-dessus, on peut pas les blâmer, oui et non, dans le sens où c'est un peu ce que décrit dans son bouquin Clayton Christensen, tu vois, le dilemme de l'innovateur, où au final, à force d'outsourcer et de faire que de l'assemblage, eh ben, tu peux plus innover. C'est comme on a vu pendant Ouais. la crise du Covid, où tu avais quasiment aucune société en Europe qui était capable de fabriquer des masques. Et que au Alors, final, toutes ces boîtes, c'est des institutions financières ouais. et ouais, ils font plus leur core business, quoi, leur métier de base, quoi. Alors, je serais pas aussi sévère parce que, si tu veux, le fait qu'ils aient sous-traité de cette manière, ça les a rendus très profitables et très performants pendant plusieurs décennies. Je veux dire, il y a 10 ans, on aurait dit quelles sont les meilleures automobiles qu'on puisse acheter. Ça aurait été BMW, Mercedes, Renault, etc., etc. On était en tête en Europe. Et puis ça, c'était le monde du moteur thermique. Donc, il faut une boîte de vitesse, un réservoir d'essence, un 4 cylindres, 6 cylindres, 8 cylindres, etc., etc. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une montée en gamme pour pouvoir avoir plus de marge. Et puis, qu'ils ont associé à l'automobile l'acte de se déplacer du point A au point B, tout un imaginaire sur le fait que si tu as une belle et grosse BMW, ben, t'es quelqu'un de bien, quoi. Et ça a fonctionné. Donc, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, les voitures européennes, elles étaient au sommet de la pyramide. C'était ce que les gens désiraient. Ça a fonctionné. Et c'est d'ailleurs pour ça que le groupe Volkswagen s'est mis à racheter des marques. Ils ont racheté ils ont construit la marque Audi, ils ont racheté Bentley, ils ont racheté Lamborghini. Dans les Lamborghini, c'est des moteurs Audi qui sont des moteurs Volkswagen. C'est tout la même chose. Donc, ils ont fait tout un exercice de rebranding avec des tas de marques. Et puis, ils marchaient sur l'eau. Ils ont été extrêmement profitables. Une grosse partie de l'emploi en Allemagne, ça dépend de l'industrie automobile. Ça a fonctionné. Puis tout d'un coup, on aurait pu le voir, mais après la bataille, on est toujours plus malin. Tout d'un coup, c'est la voiture électrique qui arrive. Puis les mecs, ils ont pas les bonnes personnes à l'interne. C'est pas si facile. Quand tu es une société qui fait majoritairement du hardware et du financement de voitures et du marketing, tout d'un coup de devenir un pro du software, ça n'est pas simple. Il suffit pas de le voir, de l'identifier comme un risque, et puis faire ce pivot, c'est très 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 difficile. Et puis après, il y a eu cette loi européenne, je ne sais pas si elle sera supprimée, mais qu'à partir de 2035, on ne pouvait plus vendre un véhicule thermique en Europe, donc tout à l'électrique. Puis ce qu'il faut voir, c'est que l'électrique, donc il y a le problème du software, mais il y en a d'autres. Hein. Un autre problème, c'est qu'en fait, ils font beaucoup moins de marge sur les voitures électriques parce que les batteries coûtent très cher. Ensuite, on n'a pas du tout les matériaux en Europe pour fabriquer des batteries. Hein, toutes les terres rares, elles viennent de Chine. BYD, qui est maintenant un des plus grands constructeurs de voitures électriques au monde, ils ont commencé comme un fabricant de batteries. Donc l'élément le plus délicat ou le plus difficile à sourcer, ils l'avaient. Et puis après, bah, ils ont fabriqué des voitures autour. Tesla, c'est un acteur assez récent qui a repris la voiture de zéro. D'ailleurs, Elon Musk, quand il parle de ça parce que c'est pas le fondateur, il l'a repris après. La première voiture qu'ils ont fait, c'était un roadster électrique qui était basé sur la Lotus Elise. Lotus, donc une marque européenne anglaise, qui était avec un châssis en aluminium, une voiture extrêmement légère. Et en fait, ils ont essayé d'y mettre un moteur électrique sans trop changer de pièces. Et il a dit dans un entretien que c'était la plus grosse erreur qu'il avait faite parce que finalement, ils ont dû changer plus de 90% des pièces et que de faire transitionner une voiture qui est née dans le moteur thermique vers l'électrique, ça ne fonctionnait pas.
Donc, Musk lui-même, qu'on peut admirer parce il fait quand même réatterrir des fusées. Enfin, il est quand même bon, hein, il arrive à faire des réalisations qui sont incroyables. Il lui-même constate que cette transition, elle est incroyablement difficile. Alors maintenant, si on se met à la place de Volkswagen qui fait des millions de voitures chaque année, c'est complexe de faire pivoter un porte-avions de cette taille. C'est vraiment dur. Puis après, le dernier truc qui, en plus, embête les constructeurs d'automobiles européens, c'est que le marché chinois, il est un peu en train de se casser la figure. Parce que, voilà, il y a un petit peu moins de biens disponibles pour acheter de belles voitures européennes. Et au même moment, les acteurs de l'automobile chinois comme BYD, mais il y en a d'autres, ils fournissent des voitures qui sont à la fois moins chères et probablement pas moins bonnes. Donc, ils se retrouvent sans leur source de revenus en Chine parce que l'économie, elle se casse un peu la figure et parce qu'il y a des acteurs locaux qui leur prennent leur part de marché. Donc, ils n'ont plus le profit qu'ils auraient pu attendre. Premier problème. Ils font cette transition vers l'électrique. Transition pendant laquelle, en fait, leur marge chute parce qu'ils gagnent moins par voiture quand c'est une voiture électrique. Je veux dire, c'est rude. C'est rude. Et encore une fois, c'est plus le software. Donc, il faut complètement changer de compétences à l'interne. C'est vraiment complexe comme transition. Et moi, je comprends qu'il se fasse du souci. Volkswagen, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont pris comme décision? Ben, ils coupent les coûts. Ils font des licenciements qui sont absolument massifs. Je sais plus combien c'était, mais C'est pas un truc comme 2000 licenciements, quelque chose comme ça? Il me c'était semble. plus. Attends, je vais juste regarder. Qu'est-ce qu'ils disaient? Des dizaines de milliers de suppressions d'emplois, des dizaines de milliers. Mais tu vois, ça, ce sont les emplois primaires dans les usines ou dans les centres de développement. Après, tu as tous les fournisseurs autour. Je veux dire, c'est de l'activité, c'est une hémorragie. C'est vraiment un truc désastreux. Un emploi dans la filière, dans l'automobile, ça représente des tas d'emplois en amont et en aval. Ce sont des écoles qui forment des ingénieurs, enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Donc, c'est vraiment, ça doit vraiment être très difficile en Allemagne. Et puis après, il y a encore toute cette histoire de législation européenne qui dit, ben voilà, en 2035, vous vendez plus une voiture thermique. Ouais. C'est chaud, hein. Ça prend 8 ans pour faire une voiture, hein. Entre C'est le début d'une plateforme et le moment où tu peux l'acheter, en gros, c'est 8 ans. Donc, ça veut dire qu'une voiture qui sortirait dans 8 ans, il faut la commencer maintenant. On est en 2024, ça fait 2032. C'est rude, hein. c'est là où, pour reprendre ton expression, l'Europe se tire une balle dans le pied. En fait, on le voit à tous les niveaux, hein. C'est vrai que Ouais. enfin, l'aspect durabilité, c'est important, mais il faut que ça soit aussi contextualisé. Et puis changer du jour au lendemain, comme tu dis, un mastodonte comme ça, Volkswagen, c'est pas facile. Et en plus, voilà, de mettre des contraintes et en plus d'avoir, je crois qu'ils sont aussi en train de mettre des contraintes à la Chine. Et je crois que la Chine est en train de rétorquer en disant que voilà, si vous nous mettez des contraintes, nous aussi, on va vous en mettre sur les taxes sur l'exportation. Et Et oui. que tant l'industrie automobile que l'industrie du luxe, qui est aussi en train de souffrir, eh ben, est dépendant de la Chine et des BRICS, hein, en gros. Ouais. Oh, des BRICS, c'est pas que la Chine, hein, c'est vraiment Brésil, Russie, Afrique du Sud, enfin Inde. L'Inde, c'est pas rien non plus, hein. Et puis, tu sais, historiquement, les barrières douanières, ça se finit jamais très bien, hein. C'est pas Euh, c'est pas quelque chose qui est très engageant parce qu'on est un peu tous codépendants les uns des autres. Ils le font avec les chips sur l'IA, ils le font avec les voitures électriques, etc., etc. Mais d'un autre côté, je peux aussi comprendre en fait l'Europe parce que le, le, là où ils ont été naïfs, à mon avis, c'est de vouloir défendre les bébés phoques en disant en 2035 on fait plus que des voitures électriques. Peut-être une espèce d'idée politique qui dit un peu à la Napoléon, indiquons la voie et l'intendant suivra, tu vois. Mais c'est pas aussi simple en fait. Faire des voitures électriques, c'est compliqué. Et puis il faut pas sous-estimer en fait les talents absolument incroyables qu'il y a dans l'industrie automobile européenne. Ces gens-là sont brillants, mais c'est pas une transition qui est facile à faire du tout.
Et puis, derrière, il y a aussi les emplois. C'est-à-dire que on peut dire, bon, ben, en fait, on a un tout petit peu amélioré la cause parce qu'on ne produit plus que des voitures électriques. OK, cool, ça se défend. Mais à la fin, si tu fais des voitures électriques de 1,5 ou 2 tonnes et demie, c'est pas sûr que le bilan écologique il soit si génial. Il faudrait faire des voitures plus légères si on voulait vraiment aider la cause d'environnement. Pas des voitures très lourdes. C'est ça le, le, le premier facteur, c'est le poids. Euh, et puis, la deuxième chose, c'est qu'en fait, si tu fais disparaître trop d'emplois trop vite, bah, les gens vont pas aimer ça beaucoup, hein, parce que il faudrait quand même que l'Europe se préoccupe de défendre en fait les postes de travail. Ça m'a quand même l'air d'être important. D'ailleurs, je me permets de changer de sujet, mais c'est une news que j'ai vue ce matin. En fait, l'Europe vient d'ouvrir les archives européennes au modèle Claude qui est chez Amazon. Donc, on en avait parlé. Hein, l'Europe, elle fait toute une série de lois sur l'IA en expliquant qu'il faut, euh, on se tire dans le pied, on s'empêche d'innover, on n'a pas accès au dernier modèle. Et là maintenant, en fait, le Parlement européen vient de décider en fait qu'ils vont donner à Amazon toutes leurs archives. Ah, Ok, j'ai pas vu ça. ouais, ben c'est vraiment, je sais pas s'il faut rire ou pleurer, mais c'est vraiment mais ahurissant. Donc en fait, de nouveau, c'est le parallèle entre l'automobile et l'IA. En fait, l'IA, on dit, bon, ben, on va mettre des règles qui sont vraiment strictes pour s'assurer que, etc., etc. Alors, on pourrait espérer, je ne crois pas, mais on pourrait espérer que ça favorise l'émergence d'une technologie propriétaire en Europe. OK. Moi, j'y crois pas, mais admettons que ce soit le pitch. Voilà. Mais alors là, il faut que la Commission européenne, quand il monte une IA autour des archives européennes, là, ben, il faut qu'il montre l'exemple. Il pourrait travailler avec OVH, il pourrait travailler, hein, le Klaba qui est en France, à Roubaix. Euh, ben, il est plus petit qu'Amazon, mais ils font du très bon boulot. C'est un super acteur. Au niveau européen, ça doit être un des plus gros. Je suis sûr qu'il serait tout content de donner un coup de main. Hein. Et Ouais. puis, on pourrait se dire qu'en fait, si on met des règles si strictes pour les entrepreneurs et pour les entreprises en Europe, ben, on va utiliser on va mettre en place un modèle européen. C'est quand même, enfin, l'Europe, c'est quand même un continent qui est riche. On pourrait se payer ça. Non, non. On y va tranquille, le chat. Et ça, j'ai trouvé vraiment que c'était révélateur parce que c'est faites comme je dis, pas comme je fais. Hein? Ouais. Hein? Un Après, peu Jacouille. après, après, peut-être si on est un peu positif, on peut se dire, bah voilà, ils ont tendance à réguler, à aller à fond là-dedans, et puis au final, ils ont vu le bénéfice du modèle de Claude Ouais. et ils vont dedans. Après, c'est vrai que c'est dommage qu'ils ne favorisent pas une entreprise européenne, mais enfin, j'imagine que tu as enfin, tous ces lobbies derrière et cette pression pour utiliser Amazon, les Microsoft et Moi, compagnie. j'y crois pas. Je pense juste que Amazon, ça marche super bien. Si tu veux un truc génial, tu prends OpenAI ou Amazon. Voilà. Ça marche au mieux. C'est tout. Il faut faire un monstre effort. Je crois pas tellement, en fait, au complot. Euh, je pense qu'en fait, ils ont pris une décision de bon sens, mais je trouve un peu fort de café qu'ils imposent aux entreprises naissantes, donc les startups ou aux entreprises existantes, les incumbents, de se priver en fait de ces bienfaits-là. Là, je trouve que c'est raide. C'est vrai, c'est vrai. Bah, on va suivre cette news Ouais, avec ouais. attention, voir si ça change. Et donc, moi, j'ai une question en fait pour clore sur justement bah, les mastodontes qui ont de la peine. Est-ce que si tu étais le patron de Volkswagen, quel serait ton cheval de bataille de poursuivre justement dans ces véhicules thermiques, dans ces suppressions de postes, etc. Ou est-ce que tu te dis, bah, je ferai de la coopétition et que j'essaierai d'aller voir l'Union européenne pour changer ces lois en fait super restrictives? Bon, je suis sûr qu'ils sont déjà en train de discuter avec eux. Hein. Alors, mais disons, c'est clair qu'ils discutent avec les autorités politiques pour changer ça, c'est certain. Puis ils tiennent le couteau par le manche parce qu'ils ont les emplois. Mais disons, il y a un peu deux chapitres. Il y a le fait qu'ils doivent diminuer leurs dépenses parce que je pense qu'ils ont sincèrement pas le choix.
parce qu'ils voient que les ventes s'écroulent, que le bénéfice est en train de s'écrouler, voilà, quand on dirige une entreprise, il faut faire en sorte de la faire transitionner vers un ailleurs, vers un nouveau. Innover, c'est innovare en latin, ça veut dire aller dans la nouveauté. Donc, ils sont très forts et ils sont en train d'y aller. Mais enfin, il faut financer cette transition et puis pas mourir dans le processus, pendant ce processus-là. C'est pour ça qu'ils font ces licenciements. Donc, je peux m'imaginer que si l'industrie automobile française, italienne, allemande, anglaise est à la peine, c'est pas que un mec a fait une erreur à quelque part. C'est que c'est simplement très difficile. Donc, ils sont en train de le faire, ils doivent diminuer leurs coûts, voilà, ils n'ont pas le choix. Je pense qu'ils sont en train de faire un lobby de dingue pour faire en sorte que cette loi qui empêche la commercialisation de véhicules à moteur thermique soit abrogée, repoussée. Je sais pas comment ils vont faire ça, mais j'imagine que c'est dans les tuyaux. Ils n'auront pas le choix. Et puis, ils vont certainement, d'ailleurs, Toyota, le patron de Toyota l'a déjà dit, en fait, ça va réinitier une vague d'innovation dans le moteur thermique et les moteurs hybrides qui seront peut-être finalement pas si délétères que ça. Donc, à mon avis, l'axe stratégique, c'est électrique hybride. Le gros défi, à mon avis, il est beaucoup plus du côté du sourcing des batteries. Donc, les technologies de batterie, les technologies existantes, comment est-ce qu'on les achète et à quel prix? Parce que ça, c'est beaucoup plus géopolitique. Et puis, le pivot vers le software. En fait, un truc qu'on peut commenter, c'est que par exemple, dans les Tesla, il y a plus, au départ, quand ils ont essayé de développer les voitures autonomes, ils ont mis des espèces de radars qui s'appellent des LiDAR. Mais Tesla a décidé de renoncer à ça. Ils ont que des caméras et en fait, ils apprennent des millions de kilomètres que les propriétaires de Tesla font. Et en fait, ils lisent ce flux vidéo pour apprendre à la voiture à conduire. Donc, ils se basent uniquement sur des caméras. Ça veut dire que la capacité d'une voiture à être autonome du point de vue de Tesla, c'est de l'analyse d'image. Ça veut dire de l'IA. Et c'est pour ça que Musk, il a le plus gros centre d'entraînement d'une IA. Il le fait avec X pour la parole et la génération d'images et il le fait pour les voitures parce qu'ils ont un flux vidéo, puis tout d'un coup, on voit un cycliste qui passe devant, puis il faut comprendre, en fait, enfin, comprendre, c'est un abus de langage, ils ne comprennent pas ce système, mais ils ont tellement d'exemples qu'en fait, ils finissent par devenir forts. Et je pense qu'on n'est pas très loin, en fait, du moment où les voitures autonomes seront plus sûres que les voitures conduites par des humains. Moi qui ne suis pas un immense conducteur, c'est sûr qu'on y est déjà, mais je le dis en toute humilité, mais moi, je me réjouis de l'avènement de cette voiture autonome, ça va être génial. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est pas uniquement faire un software qui te lit les essuie-glaces, les phares, la position des roues, et tout ça. C'est aussi fabriquer une IA qui sait conduire. D'accord? Et si on réfléchit en termes de modèle d'affaires, à la minute où en fait une IA peut conduire une voiture, ça va être un changement d'époque parce que quand tu possèdes une voiture, si tu as cette chance, en fait, tu l'utilises de temps en temps. Mais la plupart du temps, elle est parquée. Enfin, pour les auditeurs qui possèdent une voiture, qui passent plus de temps dans leur voiture qu'à la maison, c'est triste. Ça veut dire qu'ils roulent, je sais pas, 20 heures par jour. Mais la plupart des gens, ils utilisent leur voiture que de manière très mesurée. Je crois que c'est 4%. Voilà, 4%, tu te rends compte? Donc, en fait, une voiture qui se déplace toute seule, ben, ça va changer complètement le modèle d'affaires. Ça veut dire qu'en fait, tu pourrais payer un abonnement et puis, voilà, tac, 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 tu vas, je sais pas, au bureau, comme un Uber, hein, qui vient te chercher, qui te dépose. Puis ensuite, la voiture, elle repart et elle fait autre chose. Ça veut dire qu'il y aura besoin de moins de véhicules. Ça, pour le coup, ça pourrait être tout à fait écologique. Très bon complément du train. Le train, il te fait les grands axes où il y a beaucoup de passagers. C'est très optimisé du point de vue écologique. Le train, c'est la meilleure chose qui soit. Et puis après, pour les derniers kilomètres, tu peux y aller en voiture, mais tu n'as pas besoin d'avoir ta propre automobile à toi, rien qu'à toi, que tu n'utilises que 4% du temps. Parce que du point de vue de l'utilisateur, évidemment, aujourd'hui, celles et ceux qui possèdent une voiture, s'ils l'utilisent que 4% du temps, ils la paient quand même 100% du temps. Donc, on paie cher pour être sûr de l'avoir au moment où on veut. Mais là, on pourrait imaginer des abonnements. Par exemple, si tu es étudiant et très fauché, ben, tu es à plus ou moins 1 heure que la voiture vient te chercher, puis tu payes pas cher.
Tu vois, parce que tu as un service qui est pas très, très précis. Puis si vraiment tu es sûr que tu veux être certain d'avoir une voiture au moment où tu l'as décidé, tu as un abonnement plus cher qui peut-être serait l'équivalent d'un leasing aujourd'hui avec les frais d'entretien d'une voiture. Donc ça va complètement changer la manière dont on commercialise des voitures. Il y aura peut-être moins d'attachement à la marque, n'est-ce pas? Euh, euh, J'imagine que ça va vraiment changer la chose. Donc, ça, c'est la deuxième disruption qui arrive droit derrière, hein. Il y a l'électrique, le software, etc., tous les enjeux géopolitiques pour sourcer les matériaux. Puis droit derrière, tu as la voiture autonome qui te change complètement le rapport à la possession d'une automobile. Et moi, je pense que si ça devient un plus bon marché, il y a plein de gens qui vont dire, ouais, ben, c'est comme un taxi, c'est comme un abonnement de taxi, en fait. Ouais. J'aime beaucoup ce que tu dis et ça me fait faire le parallèle entre ce qu'a compris Elon Musk avec Tesla, en fait, c'est que même si le prix des Tesla est assez élevé, hein, mais c'est que la valeur, ce qui va en dégager vraiment, c'est la partie des données. Et c'est comme on en discutait la semaine passée avec, d'un côté, tu as Proton qui est payant et tu as Gmail qui est gratuit. Et là, d'un côté, bah, tu as Tesla qui fait du software, qui a une voiture pour capter des données, qui là va s'enrichir, couplé avec tout ce qu'il est en train de développer dans l'IA. Et d'un côté, bah, tu as vraiment le constructeur de voitures pur et dur qui, lui, n'a pas anticipé cet aspect. Et on voit que justement, enfin, la concurrence, la guerre, elle se passe aussi bah, par des business models super ingénieux, en fait. Ah ouais, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Et puis, tu sais, moi, je ne serais pas trop sévère à juger les fabricants historiques d'automobiles parce qu'ils avaient des problèmes pour fiabiliser les boîtes de vitesse, diminuer le poids, rendre les voitures plus confortables, les insonoriser, etc. C'est pas qu'ils ont rien fait, mais ils étaient dans un chemin qui suivait. Puis tout d'un coup, tu as quelque chose qui t'arrive de côté. On dit, c'est quand on regarde pas sur sa gauche qu'on se prend un gros camion. Et il faut pas croire qu'en fait, les capitaines d'industrie dans l'automobile, ils n'ont pas voulu voir venir l'électrique. C'est pas ça. C'est juste que quand tu es chef d'entreprise, tu règles des problèmes toute la journée. T'as que des. Est-ce qu'il faut faire un rappel parce que l'airbag s'est pas déclenché? Est-ce qu'il faut investir dans une usine qui fabrique des châssis en aluminium, etc., etc. Ils prennent des décisions toute la journée. Ils font le mieux qu'ils peuvent. Mais les entreprises, elles ont aussi une rentabilité à faire. Et c'est là qu'en fait, le côté entrepreneur, start-up est important. C'est qu'en fait, une start-up comme Tesla, ils ont dit, ben nous, on fait des voitures électriques. Un point, c'est tout. Alors, ils auraient pu se planter. Il y a d'autres exemples aux États-Unis. Le nom m'échappe maintenant, mais c'est Fisker. En fait, c'est une boîte qui faisait des voitures électriques. Ils sont morts, ou plus ou moins, ou en train de mourir. Ben, tout le monde n'a pas réussi. Musk, il a failli y passer, hein. Il y a mis jusqu'à son dernier sou. C'était dur. Donc, c'est pas si simple, mais il faut bien voir que Tesla, il se concentre que sur la voiture électrique. Et le BMW software. Le et software. le software, Le software. Mais BMW, ils font les voitures, ils font encore des BMW M3, des BMW M5, des X1, enfin, ils ont toute une gamme de produits thermiques, euh, un réseau de vente, etc., qui doivent continuer à alimenter et dans lequel ils doivent innover. Et en plus de ça, ils doivent se taper cette start-up à la Tesla à l'intérieur d'une entreprise qui n'est pas faite pour. Tu Est-ce qu'on vois? peut se dire que enfin, moi, comme tu exposes les choses, et je trouve ça super intéressant, est-ce qu'on peut se dire que vraiment le problème, c'est pas l'aspect thermique ou électrique, vu que au final, maintenant, tout le monde sait construire une batterie, et après, c'est plus ou moins tes marges dessus, mais c'est vraiment l'aspect software, en fait. C'est là où Ouais, Tesla sont super bons, en fait, hein. Je pense que c'est là où c'est plus compliqué parce que ouais. tu dis, enfin, il va y avoir ces dizaines de milliers de licenciements. Mais d'un côté, si tu veux passer au modèle et à concurrencer Tesla, tu vas devoir développer cette partie software. Donc, il va Ouais. te falloir des full stack engineers, il va te falloir justement tous ces employés qui Ouais. sont dans la tech plutôt que ingénierie pure et dure de bagnole. Ouais, puis je pense qu'en fait, c'est la grande transition du 20e vers le 21e siècle. En fait, on passe du hardware. Donc, c'est Michel Serres qui disait ça, hein, la tour Eiffel, c'était le symbole du 20e. C'est une grande tour en fer qui est très grande, hein.
peu comme un phallus. Et puis maintenant, on passe à des valeurs différentes. C'est le software, c'est quelque chose, c'est le monde du doux. Et en fait, où les données, comme tu le disais très justement, les données, les millions ou les centaines de millions, je sais pas combien ils en ont, mais d'heures de flux vidéo faits par des conducteurs Tesla, bah, c'est un truc qu'il est difficile de rattraper. Et dès qu'il y aura un robot qui sait piloter, ça va de nouveau changer l'industrie. Donc, je pense qu'effectivement, on a changé d'air, on est passé du dur au doux, et c'est une transition qui est difficile à faire parce qu'il y a toujours ce dilemme de l'innovateur. Tu as un business qui te ramène des sous X, Y, Z, qui a des emplois. Pour être compétitif, il faut faire A, B, C, D, E, F. Puis tout d'un coup, les règles changent. C'est comme si tu passais du basketball au football. Une fois, tu joues avec les mains, une fois, tu joues avec les pieds. Mais BMW, Mercedes, Renault, tous, Fiat, ils doivent faire et du basket et du foot. C'est ça qui est super dur, en fait. Ils doivent pratiquer les deux sports. Tandis que Tesla, ils font que du foot. Ils font pas de basket, ils en ont jamais fait, ça les intéresse pas. Ils ont été construits là-dessus, en fait. Exactement. Ils sont nés dans ce sport. Et je pense que la clé, la vraie clé, c'est l'information, donc les datas, et le traitement des informations. Donc, comment on utilise des milliers d'heures de flux vidéo pour entraîner un conducteur. Et digital, hein, s'entend. Et ça va tout changer. Parce que du point de vue du modèle d'affaires, c'est une révolution. Alors, il faut pas croire que le patron de Peugeot, il n'a pas compris ça. Hein. Il le sait. Hein. J'en suis sûr et certain. Moi, je ne le connais pas, mais je suis absolument certain qu'il le sait. Mais je veux dire, il suffit pas d'avoir vu venir la chose pour pouvoir y réagir. Parce qu'une grande entreprise avec beaucoup, beaucoup de gens, c'est difficile. Donc oui, je pense que le patron de Volkswagen, il va faire du lobby auprès des politiciens, il va essayer d'obtenir des aides d'une manière ou d'une autre. Et je pense qu'il y a intérêt à aller leur donner parce que on peut pas. Cette transition, elle va avoir un impact sur l'emploi. Puis il faut éviter les vagues qui soient les trop gros pics et les trop gros creux. Il faut amortir un tout petit peu la chose parce que sinon, c'est évidemment les gens sur les usines de prod qui vont payer le chèque. Et ça va pas. Et c'est vrai. Donc, voilà. Et c'est vraiment une disruption générale, hein, parce que ça va tellement vite et qu'on voit que même l'industrie, comment ça s'appelle, du disque et du disque, plus de 11 500 artistes, pardon, ont signé une pétition Ouais. justement, comme quoi ils se faisaient piquer, ils se faisaient piquer leur son par les machine learning qui sont en train d'entraîner justement certains modèles. On a vu ça aussi avec les graphic designers qui se sont offusqués que Adobe entraînait leur modèle avec le travail gratuitement. Donc, il n'y a pas que l'industrie des justement automobiles qui est en train de prendre cher, mais tu as aussi voilà, même les artistes. Alors, bon, j'ai été voir cette pétition. Maintenant, ils sont plus de 30 000 à avoir signé, mais ce qui m'a fait, donc, c'est uniquement une question de gros sous. Hein. Cette pétition, elle dit une seule chose, c'est il y a des procès qui se préparent aux États-Unis. Ils vont attaquer OpenAI et les autres en disant, bah voilà, vous avez pris notre contenu, du coup, nous, on veut un retour financier. Des C'est ça. royalties. Mais bien sûr, ils construisent un rapport de force en fait pour aller. Tu sais, aux États-Unis, quand tu fais un procès de ce genre-là, ça peut rapporter gros. Donc c'est uniquement une question de gros sous. Ce que je trouve sur le fond un peu discutable, si on veut, c'est qu'en fait, si aujourd'hui tu es, je sais pas, artiste, tu es musicien, en fait, tu peux pas dire que tu t'es pas inspiré des prédécesseurs. Hein? Tu seras né dans une culture musicale, je sais pas, tu aurais écouté du reggae, du hip-hop, ceci, cela, du jazz. Donc, tu t'es nourri. On repose toujours sur les épaules de géants. Si tu es écrivain, bah, le patron, c'est Hugo. Victor Hugo, c'est le patron. Donc, forcément que personne peut prétendre faire aussi bien que lui, mais tu es sur ses épaules. Tu descends de lui. Donc, je vois pas les peintres la même chose. Donc, forcément qu'on s'inspire toujours de ce qui a été fait avant, on en est nourri.
et puis on le transcende, on le remanie. Mais la vérité, c'est que ce soit en musique, en littérature, etc., les gens recyclent, et réinventent, ils trouvent une nouvelle forme, etc. Donc en fait, on est toujours inspiré. Et ce qui m'a fait marrer, c'est que ils font cette pétition, en fait, c'est une histoire de gros sous, mais ils disent pas qu'en fait, eux, ils vont rémunérer les précédents. D'accord? C'est juste un truc temporaire. Hein. Bon, ben voilà, moi maintenant j'ai fait 3 disques. Euh, ces modèles se sont inspirés, c'est légitime qu'ils soient payés parce que les modèles se sont inspirés, ça j'entends. Mais faudrait rémunérer ceux d'avant. Et puis, comment on va faire pour ceux d'après? Ils sont plus payés? Ouais. Tu vois? C'est un peu limite. J'avais aussi entendu une polémique par rapport au DJ style de Guetta souvent les gens critiquent ces remixes en disant ouais, mais ils inventent rien, ils font que de recycler des musiques existantes. C'est un peu vrai, mais n'empêche que il y a quand même des artistes qui sont absolument extraordinaires dans ce domaine et c'est pas parce qu'ils inventent pas tout de A jusqu'à Z qu'en fait ils n'ont pas inventé quelque chose. Oui. Et au fond, si le fait de remettre quelque chose au goût du jour, ça trouve un public, en fait, on peut dire que l'artiste, il a réussi son pari et puis qu'il a touché son public, il a généré une émotion. On est toujours inspiré de quelque chose. C'est un peu le truc du self-made man. En fait, moi, je viens de nulle part, je dois rien à personne. En fait, c'est pas vrai. Tu es allé à l'école, il n'y a pas eu de guerre, tu as pu faire ci, tu as pu faire ça. On dépend en fait les uns des autres. Et je pense que dans l'art, en fait, là, ce que dit cette pétition, c'est qu'ils ont un problème de modèle d'affaires. Mm. C'est un peu comme le journalisme, si tu veux. Cette disruption technologique, l'IA, en fait, elle disrupte des tas de modèles d'affaires qui existaient jusqu'à maintenant. Et bien sûr que s'il y a des IA qui t'aident à publier de la musique en 5 minutes ou des livres avec ChatGPT, bah, ça va changer des choses. D'ailleurs, Amazon, ils te laissent plus publier plus que X livres par mois. Ils ont une limite. Mais je pense que c'est ça, en fait, le point à préciser, à garder en tête, où on voit que tu as beaucoup de gens qui ont peur de l'intelligence Ouais. artificielle. C'est parce que, ils sont tellement fermés dans leur vision de voir les choses et leur manière de penser qu'ils se disent, bah voilà, je suis bon qu'à faire cette tâche. Et maintenant, Mmh. si j'ai un agent IA qui le fait à ma place, eh ben, je vais plus pouvoir rien faire. Et je pense que c'est là d'où vient cette peur. Et en fait, au Ouais. final, c'est qu'au lieu de se dire, bah voilà, je vais leverager l'intelligence artificielle, ben non, ça va te remplacer, alors que c'est faux, parce que je pense qu'il n'y a aucune valeur justement dans le fait de créer de la musique avec de l'IA ou créer des bouquins avec de l'IA, parce que au final, tout le monde peut le faire et on peut tous le faire. On peut tous, voilà, comme tu le dis, Amazon, bah, ils ont stoppé ça parce que oui, évidemment, bah, toi, Pascal, Younes, on peut écrire 2 livres aujourd'hui et puis les publier Mmh. et continuer à faire ça. Donc, la vraie valeur, ça va être dans notre côté créatif, dans notre manière Ouais. de penser, de voir les choses. Et on le voit notamment avec l'algorithme de Google, comme j'en parlais la dernière fois, qui est en train de changer et justement qui va te proposer, tu n'auras plus justement ces pages, 20 pages, 30 pages de contenu parce que on a plus de contenu, mais qui va être très sélectif et qui va te montrer que 40% maintenant Mmh. des résultats. Donc, si les gens ils pensent que le monde va changer parce que tu as ChatGPT et que tu peux écrire du contenu autant que tu veux, bah, ce n'est pas là que la différence elle va se faire. Ouais, je suis entièrement d'accord. Mais si tu veux, je pense que on peut aussi voir en fait les LLM et ChatGPT comme une espèce de porte-voix pour les sans-voix. Il y a des tas de gens dans le monde en fait qui savent pas rédiger un article ou avoir une parole publique. Peut-être que maintenant ils pourront s'exprimer. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est sympa. Quelqu'un qui est complètement dyslexique, qui fait des fautes d'orthographe tous les 3 mots, qui n'a pas le capital social pour s'exprimer, mais il a des choses à dire. Il peut utiliser ChatGPT comme une prothèse pour avoir enfin une voix. Ça, c'est quand même assez positif. Euh, Mais, Maintenant, c'est clair mais que… ça va pas tout faire. Hier, je discutais avec une amie qui est dans les RH et justement, il y avait une conférence de plein de personnes des RH et elle me disait justement maintenant, les RH, ils demandent plus de lettres de motivation. Ouais, Tu vois? mais Donc, oui, mais, mais si tu veux,
C'est dur à dire, on est d'accord, hein, mais les gens ont compris le pouvoir de ChatGPT, de tous ces LLM, et que foncièrement, maintenant, voilà, on ne demande plus d'aide motivation. Je pense qu'à l'école, on en parlait aussi sur nos enfants, comment former nos enfants pour être un peu future-proof, et que justement, enfin, faire des dissertations, faire des choses comme ça, il n'y a plus forcément de valeur dedans. Ça va être vraiment comment tu penses, comment tu te démarques de tout le monde. C'est comment tu penses. Je pense qu'un un conseil qu'on peut donner aux jeunes, c'est une chose qui ne va pas disparaître de sitôt, c'est comment faire pour avoir un esprit critique, développer son esprit critique, apprendre à lire, à écrire, à structurer ses idées. C'est vraiment quelque chose qui va rester extrêmement utile. Mais c'est évident qu'il y a toute une série de métiers qui vont être plus que transformés. Le traducteur, par exemple, c'est rude. Hein. Bah oui. C'est rude. Hein. Bien sûr on va continuer à avoir besoin de quelques traducteurs pour ne serait-ce que pour contrôler ce que fait l'IA, pour des meetings très très importants. Hein, on peut s'imaginer que si maintenant l'Iran, Israël, la Russie, les États-Unis négocient, mais je sais bien qu'il y ait des mecs qui soient super polyglottes, qui s'assurent que tout le monde ait bien compris. Hein, on est d'accord. Donc l'IA va pas tout faire. Mais l'analogie que je ferais, c'est un peu le cheval. En fait, il y a toujours des cavaliers aujourd'hui. Il y a toujours des chevaux, des maréchals ferrants. Il y a toute une industrie de la selle de cheval. Mais si on compare ce domaine économique maintenant à il y a 300 ans, on peut dire qu'on a changé d'époque. Il y a 300 ans, le cheval, c'était un vrai truc parce que c'était la meilleure manière de se déplacer. C'est fini. Maintenant, le cheval, c'est un plaisir, un loisir, un art peut-être. C'est culturel, on monte sur un cheval, c'est bon art. Mais il y a très peu de gens qui font du cheval. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, dans la manipulation du langage qu'on attribue comme étant, auquel on attribue un capital social qui est énorme, parce qu'en fait, les lettres de motivation, t'en parlais, c'était quoi? Quelqu'un qui peut écrire une lettre de motivation pertinente, c'est soit qu'il a des copains puis qu'il a su se faire aider, soit en fait, il a cette capacité à rédiger quelque chose. Alors, pour certains postes, c'est extrêmement utile et nécessaire, mais le capital social qu'on attachait ou le prestige, on pourrait dire, qu'on attachait au fait de pouvoir rédiger une super lettre de motivation, il a disparu parce que ChatGPT existe. Voilà, donne. Personnellement, j'ai toujours du plaisir à écrire. Voilà. Mais je pense que c'est un skill qui est vieux, quoi. Je suis pas sûr que ce soit si nécessaire que ça, ou enfin, ça va tomber un tout petit peu en désuétude. Est-ce que c'est gravissime? Je crois pas. Je pense que ça va faire de la place pour développer d'autres compétences. Et Donc, justement, c'est pas grave. en parlant de développer de compétences, qu'est-ce qu'on pourrait dire à une génération un peu plus jeune, ou certains qui pensent qu'ils vont être disruptés, que leur métier va disparaître, parce que ça va être le cas, et puis on peut pas tous se former à devenir prompt engineer ou travailler dans la cybersécurité ou autre. Tu as plein de trucs qui se créent. Donc, toi, tu vois comment les choses, en fait? Je pense que il y a plusieurs points. La première chose, c'est que alors, personnellement, je pense que la valeur des papiers va diminuer. Ce qu'il faut, c'est acquérir un savoir-faire et pas un titre. Parce que dans un monde qui est en évolution très rapide, en fait, les titres, ça sert pas à grand-chose. En fait, souvent, je fais juste un aparté, on parlait de politique aux États-Unis. C'est intéressant d'observer ce qui se passe aux États-Unis parce que souvent, ils ont 5, 10, 15 années d'avance sur nous. Après, les sujets qui sont évoqués aux US arrivent chez nous. Et en fait, si tu regardes ce qui se passe pour les études supérieures aux États-Unis, maintenant, c'est devenu absolument hors de prix. Et les étudiants n'arrivent plus à rembourser le prix de ces études avec la plus-value qu'ils en tireraient d'un salaire. D'accord? Donc, c'est un calcul qui commence à être branlant. Donc, je dirais, il faut pas chasser le diplôme, mais c'est bien d'en avoir un parce que ça permet de s'appuyer sur un socle et puis après de faire autre chose et de se recycler. Et puis, au moins, une fois dans sa vie, d'avoir creusé un domaine. Ça, c'est un exercice intéressant. Mais il faut pas le faire en croyant que on va avoir un diplôme puis que ça va ouvrir une espèce d'avenue ou un avenir professionnel flamboyant pour les 30 prochaines années. Ça, j'y crois pas du tout. Donc,
un papier, c'est bien, ça aide, c'est pas inutile, mais la valeur relative du papier, si on compare il y a 30 ans ou maintenant, elle est en train clairement de diminuer. La deuxième chose, c'est qu'en fait, les connaissances, elles sont disponibles en libre accès. Les cours du MIT sont en ligne. Donc, les gens qui sont motivés puis qui ont envie de se former, ils peuvent. D'accord? Donc, il faut faire bien attention à ce qu'on acquiert. Et ce qu'il faut, c'est se voir soi-même comme un matériau et acquérir des compétences. Ça, c'est très important. Euh, C'est-à-dire la capacité à réinventer les choses, à faire face à une mauvaise nouvelle et puis à la transcender, etc., etc., à travailler avec les autres, à être inventif. Je pense que vraiment, il faut se voir soi-même en fait comme un projet. Et puis, bah, de tout temps, en fait, quand on fait quelque chose qui nous intéresse, il faut essayer de trouver sa voie. Mais quand on fait quelque chose qui nous intéresse, on est en général un peu meilleur. On a tous certaines qualités, des défauts, mais peut-être des domaines où on a un petit peu plus de facilité. Et ce qui est très difficile, à mon sens, c'est de savoir en fait ce pourquoi l'on est fait. Je trouve pas que c'est Ouais, pas c'est quelque chose super de si compliqué. simple. Ça met du temps en Euh, tout cas. Quand t'as 18 ou 20, 22, 25 ans, tu sais pas en fait. Il faut que tu aies vécu pas mal d'expériences pour te dire bah, j'aime ça ou j'aime pas. Des fois, tu sais pas ce ouais, que tu aimes, mais tu sais ce que tu n'aimes pas. Moi, super dur. perso, je savais que j'ai fait 6 ans en banque privée et j'ai détesté ça depuis le premier jour. Ça a mis du temps pour rediriger ma carrière et tout. J'ai même dû changer de pays et tout parce que tu vois, une fois que tu as le stamp banque Ouais, privée, ouais. tu peux faire que ça Ouais. ici à Genève, mais ouais, c'est clair, c'est compliqué. Bah oui, c'est dur, mais si tu veux, le truc, c'est donc il faut se frotter au monde et à la vie, et puis essayer des trucs. Il y a que comme ça en fait qu'on peut savoir si bah, banque privée, ok, tu l'as fait pendant 6 ans, ça t'a plus ou moins plu. Après, t'as Pas du avec tout, non, beaucoup non, de pas plus succès. ou moins. Ah, Ça m'a pas plu pas, du tout. pas déjà, ok. J'essaie d'être doux. Je me suis dit si tu veux retrouver un job dans la banque privée, là, ça va être dur. Non, Mais merci. Mais non, je pense que les jeunes, ils ne doivent pas. Alors, avoir un papier quelconque, un CFC, un bachelor, machin, c'est bien, il faut le faire. En plus, ça permet de creuser un truc, que ce soit sanitaire, que ce soit HEC, les PFL, peu importe, mais faire un truc, c'est bien d'avoir un papier, de creuser quelque chose. Il faut le terminer. Ce qui va pas, c'est de faire 4 fois la première année dans 4 domaines différents. Ça, c'est pas bon. Il faut finir un truc. Et puis après, euh, il faut pas hésiter en fait à se mettre à l'épreuve du feu et je dirais à prendre la voie qui peut sembler difficile. Souvent, si tu choisis la voie qui a l'air comme ça très facile d'emblée, tu apprends moins, euh, tu en apprends moins sur toi et sur le monde. Donc, il faut partir avec des projets ambitieux, faire des choses, essayer, puis pas avoir peur en fait une fois qu'on est dans le monde du travail, en fait, de changer. Il faut savoir que les gens vont changer 2, 3, 4, 5, 6 fois. C'est pas grave. Les êtres humains sont multiples et ont de l'envergure. Donc, il faut essayer de développer ça, puis de faire plusieurs choses. Pas avoir peur d'avoir plusieurs carrières, de faire plusieurs choses, de développer des compétences dont on se serait peut-être pas cru capable au départ, de se repositionner. Puis ça fait une vie heureuse. Ouais. Et justement, t'en as pas mal on va dire, de jeunes ou même de personnes qui ont perdu leur emploi et qui veulent lancer une start-up. Ça, Mhm, on le voit assez souvent. Et quand je dis start-up, ça peut aussi s'appliquer à un business plus conventionnel, PME. Et mhm. il y a une boîte qui a pas mal marché, qui existe depuis, je crois, 7-8 ans, ou peut-être un peu plus, qui s'appelle Prime Energy, qui fait l'actualité. Qui fait l'actualité. Moi je la connaissais pas du tout. C'est justement un ami qui est banquier qui m'a dit qu'une de ses clientes avait perdu énormément d'argent dans cette boîte. Qui, somme toute, avait pignon sur rue, qui avait un excellent ambassadeur de renom, Bertrand Picard, et qui, là, Mhm. qui est en train de faire faillite. Donc, il y a un gros scandale autour de ça, parce que, justement, la boîte a fait un prêt en 2022 de 19 millions à l'un de ses associés. Et justement, maintenant, eh ben, elle ne peut plus rembourser payer les coupons. Ouais. Donc,
Donc, on en rigole, mais c'est. Là, on en rigole parce qu'on n'a pas investi dans Prime Energy que, grâce à Dieu, nous, on en ignorait l'existence. Mais moi, j'aurais bien pu me faire avoir aussi. Je veux dire, bon, c'est moche. Alors, plusieurs commentaires. Le premier, c'est quand quelqu'un vous propose une opportunité d'investissement, il faut pas croire que les miracles existent. Ça n'existe pas. Donc, si la mariée est trop belle, il faut se méfier. Investir, c'est un métier. Alors, toi, t'as pas trop kiffé d'être banquier privé, mais il y a des banquiers privés qui adorent faire ça. Il y a des banquiers tout court. Même si on n'a pas un banquier privé, on peut aussi aller à la BCB, à la BCGE, etc., etc. Et puis, ils ont des plans d'investissement qui sont bien. Puis pourquoi, en fait, ça propose en général des rendements qui sont pas aussi formidables? Parce que c'est des mecs plus raisonnables. Hein. Donc, bon, déjà, si on investit, c'est qu'on a un bon problème, c'est qu'on a des sous à investir. C'est quand même bonnard. Hein. Mais il faut vraiment faire gaffe quand quelque chose a l'air trop, trop beau. En général, il y a anguille sous roche. Et puis, il y a un métier qui s'appelle banquier. Je suis sûr et certain que si les auditeurs ils vont à la BCB cet après-midi, puis qu'ils disent, bah voilà, j'ai 10 000 francs, je sais pas quoi en faire, ben, ils vont vous trouver une solution qui sera probablement moins multicolore et formidable, mais qui sera peut-être plus raisonnable. C'est des gens qui font ça depuis des centaines d'années, donc ils ont une certaine expérience. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand on fait un investissement, il faut le suivre. Ça veut dire qu'il faut euh, lire les PV, savoir ce qui se passe, connaître le management. C'est l'industrie des venture capitalistes, des private equity, etc. Donc, venture capitalistes, c'est ceux qui investissent dans des startups, c'est du capital risque, donc il est à risque. Et il y a entre, allez, 1 et 2 startups sur 10 qui fonctionnent. Puis le reste du temps, ils perdent le pognon. Et pourtant, ils y travaillent jour et nuit. Donc, c'est pas un métier de tout repos. Les private equity, c'est des très gros fonds qui rachètent des sociétés plus âgées, on va dire. Et puis là, ils font des réorganisations, etc., etc. Mais c'est vraiment des gens qui bossent. Hein. C'est des gens qui savent ce qu'ils font. Donc, quand on investit, c'est un monstre travail d'investir. Et puis, si on investit puis qu'on dit, hop, 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 voilà, ça c'est miracolo, tout va bien se passer, ben en fait, non. Puis le troisième point, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas les détails de ce truc, mais de ce qu'on lit, il y a eu un préactionnaire quand même assez mirobolant. Et puis, ben, très certainement qu'il y aura une action en justice ou des choses comme ça. C'est la justice qui tranchera. Mais si ce qu'on a lu dans les journaux est vrai, alors on peut dire qu'en termes de gestion, c'était pas top. Et puis, il faut pas oublier que c'est pas un complot, c'est que des fois, il y a des gens qui font des bêtises. Les escrocs, ça existe. Ça existe. Euh, Madoff, bah voilà, ça a existé. C'est l'histoire du monde. Donc en fait, il y en a de tout temps. Il y en a eu de tout temps. Moi, j'ai regardé l'interview de Bertrand Picard. Lui, il a personnellement investi ou acheté des coupons. Je sais pas exactement ce qu'il a fait, mais il s'est fait gruger comme les autres. Et je trouve rude en fait qu'on attaque Bertrand Picard parce que il s'est fait enfler, mais comme les autres. Donc en fait, lui, dans cette affaire, il est victime. Il n'est pas. Enfin, je trouve vraiment rude quand on est soi-même victime d'une arnaque ou d'un escroc, en plus de se faire reprocher qu'on s'est fait gruger. C'est un peu la double peine. Hein. Ouais, surtout qu'il y a un risque réputationnel qui va au-delà juste de gagner des dizaines de milliers de Mais francs oui, en pub. et je suis absolument certain que s'il y est allé, c'est qu'il y croyait, qu'il pensait que c'était une bonne idée. D'ailleurs, c'est pas juste qu'il était payé pour faire de la pub, il y a lui-même investi, donc Ouais. c'est bien qu'il y croyait. Et c'est un grand ambassadeur de la clean tech aussi. Hein. Ouais, Tout ce mais qu'il il a fait, fait des c'est pas choses juste. incroyables. Ouais, ouais, c'est clair. Ah ouais, il s'est mis dans un avion avec des panneaux solaires. Moi, je l'aurais pas fait. Hein. Ouais. Pouf, faut avoir du coffre pour faire ça. Donc, c'est un homme courageux. Il a fait des choses dingues. Et euh, j'imagine, en fait, il s'est simplement fait gruger. Et ça arrive à plein de gens tout le temps. En général, les gens se taisent parce qu'ils veulent pas avoir l'air justement de s'être fait gruger. Puis, il faut pas oublier un truc, c'est qu'en fait, le principe d'une escroquerie,
c'est qu'il y a un ou plusieurs escrocs ou un système d'escroquerie. Et le principe, c'est de gruger les gens. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est fait pour t'induire en erreur. Donc, c'est compréhensible que les gens se fassent avoir. Pas trop se blâmer non plus. Puis il y aura certainement une suite, un procès. Picard l'expliquait bien, ils vont essayer de récupérer des assets, c'est pas forcément foutu. Mais enfin voilà, la leçon pour les gens, c'est que si quelqu'un vous propose un deal qui est un tout petit peu, déjà si vous investissez, il faut suivre. Et puis si le deal a l'air trop beau, bah il faut être prudent. Et des fois, ça foire. Le principe d'un investissement, c'est que ça ne marche pas toujours. Ouais, il y avait aussi une histoire avec, il me semble, Stan Wawrinka aussi, qui avait une polémique justement sur un jeu dont il avait fait la pub et tout. Je me souviens pas exactement. Mais c'est là que c'est pas forcément parce que tu as, entre guillemets, un influenceur ou un ambassadeur qu'il faut Ouais. forcément y aller. Puis là, on parle peut-être un peu aux plus jeunes, mais même ceux qui ont moins d'expérience. C'est vrai que lorsque vous faites un investissement ou vous achetez quelque chose, c'est pas parce que quelqu'un vous dit que le produit est bien Ouais. qu'il faut forcément y aller. Il faut quand même faire cette Ouais. due diligence. Et moi, je trouve que c'est un peu une histoire qui est un petit peu dommage parce que c'est vrai qu'en Suisse, il n'y a pas beaucoup de capitaux qui sont investis dans des projets innovants, dans des projets start-up. Et là, de traîner une grosse casserole comme ça, j'espère que ça sera plus de l'amateurisme que de l'escroquerie. Et puis, je pense que la justice nous en parlera parce que je pense que ça peut mettre vraiment un coup au projet, voilà, au projet dans l'innovation en Suisse. Donc, on verra. C'est possible, mais moi, je pense quand même que l'investissement en masse, pas à petite échelle, en fait, c'est une affaire de professionnels. Euh, je veux dire, c'est un métier, en fait. C'est comme banquier, en fait. C'est un vrai. Que toi, t'aimes pas, mais c'est un vrai métier. En fait, il y a un vrai savoir-faire. Et puis, si tout d'un coup, moi, je vais, puis que il y a une règle chez les investisseurs, c'est d'investir dans des domaines qu'on connaît. Oui. Voilà. Alors, quand on connaît un domaine, on sait quelles questions poser, on sait quel rendement espérer, on sait que regarder au cours du temps, au fil du temps, pour savoir si c'est raisonnable ou pas. Et on peut pas s'inventer investisseur en général dans n'importe quel domaine puis espérer que ça se passe bien. Alors après, on peut voir ça aussi comme le casino, quoi. Tu vas 32, 36 Ah fois la bah mise, après tu c'est vois. c'est clair. Mais après, bon, quand tu dis par rapport aux banquiers, c'est qu'eux, ils vont investir principalement dans des choses cotées, quoi, ou dans des fonds de placement ou dans des hedge funds. C'est rare Ouais. ils vont proposer un deal comme ça. Donc après, bah, tu as quand même des gens qui se disent, bah, pourquoi pas, ça va avec l'aspect durabilité, clean tech et Mhm. qui se sont fait flouer, et je te rejoins là-dessus, par manque de connaissances. Donc, Je pense. Puis par manque de suivi. Parce que, en fait, quand on est investisseur, de faire le suivi, c'est ennuyeux comme tout. ouais. C'est contrôler, appeler, questionner, demander, vérifier, réconcilier. C'est ennuyeux comme travail. Le moment cool, c'est le moment où tu décides d'aller dans un projet. Ça, c'est bon art, parce qu'il faut de la vision, rencontrer des entrepreneurs, etc. Mais après, le moment du suivi, le long moment, c'est celui-là qu'il faut suivre. Et justement, les fonds d'investissement ou les banquiers, en fait, ils s'occupent de toute cette partie-là qui est quand même un peu ennuyeuse, mais absolument nécessaire. Alors, c'est moins shiny. Moi, je pense pas que ça va du tout diminuer les investissements. C'est simplement, à mon avis, ce qu'il faut, c'est miser sur des fonds, des professionnels qui font ça, et puis pas croire qu'en fait, en tant qu'individu, tout d'un coup, on a accès à un deal qui est absolument incroyable. Ça, je Mm. crois peu. Et voir en termes de gouvernance, qui est-ce qui gère, Ouais, qui est-ce qui gère cette boîte. C'est vrai on parlait d'industries qui ont du mal. Et c'est vrai que, enfin, cette boîte Prime Energy, elle existe depuis 9 ans. Donc, je ne sais ouais, pas s'ils ont commencé à déconner depuis le départ ou vraiment à la fin. Après, tu as ouais, aussi le cas d'une boîte un peu plus grosse qui est aussi pas top actuellement, Starbucks. Donc, ouais, on voit qu'eux aussi, ils ont des grosses difficultés. Je pense que notamment dû au consumer behavior, donc vraiment les changements comportementaux des consommateurs.
Ils ont embauché un nouveau CEO. Ouais. J'ai oublié son nom, mais apparemment, il a eu des super bons résultats dans ses boîtes précédentes. Ouais, il est très, très fort. Il y a plein de vidéos. On mettra en lien des vidéos où il s'exprime. Le mec, il est mais brillantissime. Alors, je crois qu'il le paye 100 millions par année. Bon, c'est pas mal. Et le gars, il dirigeait Chipotle, je sais pas comment on le prononce, c'est Chipotle. Chipotle. Et il a multiplié le chiffre d'affaires. Il a fait passer le chiffre d'affaires de 7 milliards annuels à 70 milliards. Donc, bon, on peut dire que il Il est a un pas sacré mauvais. track record. Ouais. Et donc, voilà, ils se sont payés une star, quoi. En gros, c'est un peu le Ronaldo du management. Je sais pas si c'est comme ça, mais c'est vraiment un mec très fort. Après, bon, ben, Starbucks, ils font du café, quoi. En gros, ils ont, ils font des cafés où tu as Internet et puis ils en ont fait une marque globale. Au lieu que ce soit un petit café de quartier, ben, c'est une marque globale. Et je pense que là où ils ont un vrai problème, c'est que ils ont beaucoup misé sur les boissons sucrées ces dernières années. Parce qu'on le sait, en fait, le sucre, ça crée de vraies addictions. Donc, en fait, tu rajoutes du caramel, du sucre, que sais-je. C'est des boissons de plus en plus sucrées. Comme ça, les mecs reviennent de plus en plus souvent. Et je pense ils vont avoir un peu de mal parce que ça doit évidemment, le sucre, c'est pas cher, mais ça peut rapporter gros parce qu'il y a la récurrence, l'addiction et le fait que le produit lui-même, il n'est pas onéreux. Donc, tu édulcores le café avec différentes choses. Et ils vont avoir du mal parce qu'à mon avis, cette grande époque du tout au sucré, on mange n'importe quoi, les gens ont compris en fait maintenant qu'il fallait faire un petit peu attention et ce sera moins populaire. Alors, j'écoutais des investisseurs qui parlaient de ce cas de Starbucks et ce qu'ils disaient, c'était que c'était une entreprise qui était complètement surdimensionnée, ce qui est possible, hein. Tu vois, ils ont maximisé les points de vente, ils sont dans tous les pays, ils ont fait des boissons sucrées pour que les gens viennent plus. Enfin, la marque est connue de toutes et de tous. Il y a un moment où c'est un café, en fait. Ouais. C'est un café de quartier. Simplement, ils ont fait une marque globale et il y a peut-être des limites à la taille que tu peux atteindre avec un modèle de ce genre. C'est Peter Thiel qui disait que le pire business au monde, c'est un restaurant ou un café parce que c'est très facile à copier. Alors là, ce qui les protège, c'est leur marque, mais euh, je pense ce qu'il a comme défi sur les bras, c'est pas simple, hein. Ça va être compliqué. Et puis aussi, je voyais certaines analyses qui disaient qu'ils ont un peu raté le virage de la restauration, où Mhm, tout ce qui est cake ou muffin ou eggs muffin, machin, que c'était pas top. Moi, c'est vrai que ça fait presque 2 ans que j'y suis pas allé. Et je vois notamment, enfin, j'aime beaucoup le café. ouais, Et c'est vrai que la qualité, elle n'est pas non plus ouf. Tu vois, c'est pas non plus des super bons cafés. Et que mhm, maintenant, tu as, pas mal de gens. Enfin, moi, j'ai un ami qui a lancé 2 cafés à Genève qui marchent plus trop bien. mhm. Et que tu vois la différence du café Bah quand oui. c'est un bon goût. Et puis, moi, je trouve aussi ce qui est dommage. Après, on peut pas leur reprocher leur ambition parce que c'est vrai, ce qu'ils ont fait, c'est quand même assez incroyable. Et j'ai habité pendant 5 ans à Dubaï. Et puis, dans un des malls, le Dubai Mall, je crois qu'il y a 5 Starbucks. Tu vois, donc, Ok. c'est assez incroyable. Mais le problème, c'est que enfin, tu vas à Milan, bah, tu vas tomber sur un Starbucks. Tu vas à New York, tu vas tomber sur un Starbucks. Tu viens à Genève, tu vas tomber sur un Starbucks. Et au bout d'un moment, tu as envie de vivre des expériences qui sont différentes, goûter des Mhm, choses qui sont différentes. Si tu bois le même caramel macchiato à Genève quand tu vas au boulot et puis que tu te retrouves au Pérou et que tu boives le même caramel macchiato qu'en train de visiter, tu vois, enfin, cette globalisation, je ouais. pense elle a ses limites. Mais je pense aussi qu'il faut pas oublier que le Starbucks est né aux États-Unis, puis qu'aux États-Unis, il y a beaucoup moins de cafés. Les cafés au sens le café de quartier comme ton pote. D'ailleurs, il est où? Il est à Genève. Ouais, ils sont Georges Favon et puis donc il s'appelle Barista Lab et puis un autre qui est Voilà. vers Manor. Bah, Ouais. magnifique. Et en fait, c'est ce que dit Peter Thiel. En fait, c'est un modèle qui est facile à copier.
En fait, voilà, il faut avoir un bon endroit, être sympa, avoir des jolies tasses, blablabla, des jolies chaises, mais c'est un modèle qui est facile à copier. Et c'est très bien pour ton pote parce qu'en fait, il arrive à concurrencer une marque qui est globale. C'est magnifique. More power to him. Et je pense que Starbucks, ça fait sens aux États-Unis où il n'y a pas de lieu où tu peux te retrouver. Ben, il y a les bibliothèques, etc. Mais c'est pas du tout l'ambiance européenne, Milan, où tu as des cafés tous les 300 mètres. Ou même la Suisse, il y en a de partout des cafés. Donc, leur modèle, je vois bien pourquoi il est très pertinent en fait aux US ou à Dubaï, où il y a peut-être moins la culture du petit café, etc. Mais un, c'est facile à concurrencer. Et puis deux, ils ont un peu brûlé leur vaisseau parce que ils ont démarré sur le café et puis ils sont allés sur la boisson sucrée. Tu vois? Ouais. Parce que de mon point de vue, en fait, un café dans lequel on met du caramel, ça va pas. C'est pas du café. Donc un vrai barista, voilà, ça c'est intéressant. Tu as une vraie démarche et puis c'est plus agréable à consommer. Donc je pense ils vont avoir un peu de mal. J'imagine qu'en Chine ils ont beaucoup de succès, mais moi je pense que la grande erreur qu'ils ont faite c'est les boissons sucrées et qu'en fait c'est simplement plus en vogue. Et c'est ça en fait qui les plombe fondamentalement. Parce que s'ils se mettaient à faire que du café, ça aurait aussi moins de monde. C'est pas, tu vois. Et ils ont pris un virage qui était délicat. Et je pense que le monde s'est retourné en fait, que les gens se rendent compte que voilà, s'envoyer des boissons sucrées tous les jours, c'est peut-être pas top. Aller à l'occasion. Mais si tu veux construire un énorme business, il faut plus qu'une visite à l'occasion. Si tu n'y es pas allé depuis 2 ans, moi, ça fait aussi je sais pas combien de temps. Et en fait, c'est souvent quand tu voyages ou quand tu es dans les lieux où il n'y a pas de café. Là, ça fait du sens, tu vois. C'est vrai que si moi, j'étais dans un mall à Dubaï, je vois un Starbucks, je vais certainement m'y arrêter. Mais en l'occurrence, en Europe, dans les villes européennes, il y a des cafés de partout. Donc, c'est probablement pas évident pour eux. Donc, ce sont quand même des Américains. Et puis, à mon avis, quitter les boissons sucrées, ça va être dur. Après, on va pas les pleurer parce que je regardais le chiffre d'affaires, ils sont à une trentaine de milliards. Et pour ordre de grandeur, Coca, ils sont à un truc comme 40, 45 milliards. Donc, Ouais, ouais. ils ont des problèmes et ils veulent maintenir leur compétitivité et puis justement et éviter de se faire bouffer trop de parts de marché de ces Ouais. petits concurrents. Donc, on verra, mais ils sont pas non plus au bord de la Bon, faillite. Ils ont des gros problèmes, mais ils sont pas au bord de la faillite. perso, je vois aucun intérêt à ce qu'il y ait une marque globale pour le café. Je suis très content qu'il y ait des petits baristas de partout. C'est une autre Pareil. expérience. Tu rencontres d'autres gens. Je trouve ça génial. Plus de diversité, un peu genre open source plutôt que top-down avec une marque. Ce d'autant plus qu'en fait, c'est cher. En plus, c'est cher. En plus. Après, c'est peut-être là où il faudra qu'ils innovent, qu'ils se réinventent. Parce que c'est vrai que si tu y es, enfin, j'y suis pas allé depuis 2 ans, je pense que si j'y retourne, ça va être la même carte. Et en parlant de boîtes qui innovent, il y a une belle boîte, Huawei. Ouais. Est-ce qu'on peut dire qu'ils innovent par nécessité ou parce qu'ils sont vraiment bons dedans? Mais je pense que c'est par nécessité parce que voilà, la Chine est quand même assez sous pression et veulent garder leur développement, on va dire, supersonique. Tu t'es penché là-dessus sur Huawei. Moi, c'est une boîte que je Ouais. connais un petit peu moins, mais que je trouve super intéressante. Alors, j'ai regardé, il y a on mettra en lien dans les commentaires, mais il y a en fait des bases de données qui sont publiques où on peut voir quel pays pose des brevets dans les principaux pays industrialisés. Et en fait, quand on regarde ça, on voit déjà que la Chine, elle est loin devant. Donc, c'est le pays qui pose le plus de patentes. Bon, évidemment, c'est du quantitatif, c'est pas du qualitatif. Ça veut pas dire qu'ils déposent des patentes qui soient réelles, enfin des brevets qui soient réellement d'immense qualité, mais n'empêche, ils ont au moins la masse pour eux. Et si on regarde les entreprises qui patentent, en fait, Huawei, c'est l'entreprise qui patente le plus. Donc, ils sont devant, mais pas depuis 6 mois, hein. Depuis un moment. Donc, ils investissent un pognon de dingue dans l'innovation, dans la R&D, etc. Et ça m'a fait bizarre de croire qu'en fait, on les punissait.
Parce qu'en gros, comme s'ils avaient tellement besoin de nous. Moi, j'y crois pas, en fait. Si on regarde les chiffres, en fait, Huawei, ils innovent beaucoup plus que n'importe quelle boîte européenne ou américaine. Donc, enfin, en termes de dépôt de patente, en tout cas. Donc, comme c'est quand même un chiffre qu'on utilise pour mesurer l'innovation, on peut dire que ils sont plus innovants que nous. Alors, de dire qu'on va les sanctionner, je me demande si c'est pas nous qui nous sanctionnons, qui nous privons de ça. Puis, ça va que les encourager à être plus innovants, à faire plus de choses. Je pense qu'on a tort en fait de voir la Chine comme simplement des copieurs ou des gens qui n'innovent pas. Euh, c'est simplement pas vrai. Et on ferait bien de s'y promener. Moi, la dernière fois que je suis allé à Shanghai, j'ai quand même trouvé que c'est presque plus impressionnant que New York. Enfin, je sais pas si les auditeurs y sont allés, mais c'est quand même c'est une vraie expérience. Hein. Donc, je crois pas que c'est porter un regard sur les BRICS qui serait un regard de vieil Européen un peu colonialiste qui dit, bon, de toute façon, ils ont rien compris. C'est pas une bonne idée. Ce qui est en train de se passer, et c'est ce que le nombre de brevets déposés dit, c'est qu'en fait, Huawei, c'est vraiment une entreprise dont on aurait raison de s'inspirer. Et qu'on aurait intérêt à collaborer avec eux parce que je pense qu'ils font des tas de choses intéressantes et que les chiffres le montrent. Donc, ces espèces d'histoires de sanctions, euh, comment le dire poliment, c'est un peu l'Europe qui fait les rageux. Hein. On dit, voilà, on va vous punir. Puis le mec, il dit, mais punissez-vous tout seul. Je pense que c'est une colossale erreur, mais pas uniquement parce qu'on se prive de travailler avec des gens intéressants. C'est aussi parce qu'on se prive de voir les mouvements réels du monde. En fait, les BRICS, c'est monstrueux comme en termes de population, de pouvoir économique, etc., de dynamisme aussi. Donc, La de Chine, ils dire, sont quoi, 1,4 milliard, c'est énorme. je sais pas exactement, je crois 1,4, ouais, ils ouais, ont, j'ai regardé, ouais, la ils ont Chine, c'est un petit peu leur 1,4 stats. milliard. Ouais. Ouais. Et puis, Mais il y a l'Inde aussi, hein. tu as l'Inde aussi, puis ce qui est intéressant, c'est que comme la Chine, c'est devenu un peu l'usine de l'Europe, et on en parlait justement avec l'industrie automobile, bah, c'est là où tu peux trouver le plus d'innovation parce que c'est Ouais, là où ils créent, en fait, où ils ont encore le core business à défaut d'avoir des institutions financières. Donc, comme tu c'est dis, ça. le fait de les sanctionner, on se sanctionne nous-mêmes parce que c'est nous qui n'allons pas avoir accès à la dernière technologie. On le voit notamment avec les États-Unis qui nous balancent les modèles 6 mois après. Si la Ouais, Chine aussi commence à le faire, donc en fait, on aura des technos obsolètes. Et puis, on sera ouais, là en train de regarder comme des cons, et ouais, excuse-moi du terme, ce qui est en train de se passer. ouais. Mais c'est exactement ça. Et je pense que c'est en fait une espèce de regard. Il faut décentrer le regard et puis regarder les chiffres. Et la vérité, c'est qu'ils innovent et qu'ils ont aussi un dynamisme en fait qui est super intéressant. Et je pense qu'il faut absolument pas porter un regard qui soit condescendant. Voilà, c'est ça le bon adjectif. Je pense qu'on a tort. Je suis pas en train de faire l'apologie de la Chine ou de Huawei en disant qu'il y a que eux qui savent faire des choses et qui innovent. C'est pas vrai. Mais c'est quand même aujourd'hui, Huawei, c'est l'entreprise qui innove le plus en termes de dépôt de patente. Alors, Plus le qu'Apple, seul, tu dirais? ah oui, oui, on mettra le lien ouais, c'est sûr. Mais je discutais avec un copain qui est dans les brevets. Si de mémoire, il disait que pour un smartphone, il y a genre 300 000 patentes qui sont impliquées. Parce que plein de mecs ont patenté des trucs. Alors, tu vois, tu dois payer des petits fees à toute une série de gens. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les patentes qu'il y a dans un iPhone ou dans un Samsung aujourd'hui, ce ne sont pas les patentes qui vont être importantes demain. Ces choses, déjà, une patente, ça dure quoi? 20 ans? Il faut, il faut la déposer, il faut rédiger les choses. Ça prend du temps pour que ça vienne dans l'industrie. Donc, le temps pendant lequel tu peux la monétiser, il n'est pas énorme. C'est entre, allez, mettons, 5 et 10 ans, 15 maximum. Donc, le temps de vie financier d'une patente, il est pas de 20 ans. Et
ce qu'il faut observer aussi, c'est la dynamique. C'est-à-dire, il y a le monde comment il est aujourd'hui, puis il y a la manière dont les courbes se croisent, en fait, le sens du vent. Et clairement, en fait, l'Asie, c'est quand même un endroit où les choses se passent. Enfin, Obama, il avait fait ce pivot vers l'Asie. Enfin bref, le centre de gravité du monde, il est en train de changer. Et je trouve vachement piquant qu'on punisse Huawei. Ça m'a fait rire en disant ouais, tu vas voir, hein, ils vont bien souffrir. Bah, je suis pas sûr, mais je suis pas certain que ce soit dans notre intérêt. On ferait mieux de s'inspirer d'un certain nombre de choses qu'ils font. Euh, ouais, parce qu'ils sont extrêmement dynamiques et puis ils ont du jus. Ils ont du jus et des moyens, des moyens financiers, tout comme un peu, Mhm. on peut le voir avec OpenAI et puis Ouais, dernière levée de fonds. Bon, c'est vrai que maintenant, il y a un petit peu un effet domino où tu as pas mal d'employés qui partent, mais comme tu le dis si bien, ils partent riches, très riches. Et il y a plusieurs explications. Moi, j'ai peut-être, enfin, j'ai une version des faits que je partagerai vas-y. avec toi après avoir ta version. Bah, disons, la valo d'OpenAI, c'était de l'ordre de 150 milliards. Donc, en fait, les gens qui ont contribué à faire exister cette entreprise au départ, on va dire a priori, s'ils ont bien négocié les choses, ils sont plutôt riches parce qu'ils avaient des stock options au départ de la société, etc. Et puis, l'autre edge qu'ils ont, c'est qu'en fait, si tu étais là, bah, Miles Brindage, c'était le conseiller principal pour l'AGI, donc chez OpenAI, donc cette intelligence artificielle générale qui va prendre les commandes du monde. Et du coup, je veux dire, a priori, ce mec, il loue un bureau de 10 mètres carrés, il dit, bon, bah voilà, moi, je voudrais lever 100 millions pour faire une startup dans l'IA, je pense qu'en 10 jours, c'est plié. Donc, le fait d'avoir participé à la mise en place d'OpenAI, ça donne à tous ces gens qui ont vraiment mis en place cette chose une force et une puissance qui est ahurissante. Donc, ils peuvent faire en gros ce qu'ils veulent. Donc, ils sont libres. Puis de rester dans une entreprise qui était au début non-for-profit, puis qui est devenue quand même for-profit, parce qu'à 150 milliards, on peut pas non plus dire que c'est pour les beaux yeux de la princesse, hein, Ouais, quand c'est même. pour ça que justement Elon Musk est en train de les poursuivre, hein. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, open, ils sont plus open. Et puis, non-for-profit, je sais pas ce qu'en pensent les auditeurs, mais je dirais que quand même, une valeur de 150 milliards, c'est pas du non-for-profit. Du coup, la société, elle a beaucoup changé. Puis, il est assez probable que les gens qui l'ont rejoint au départ, ils avaient une certaine idée de la chose. Puis que maintenant, ben, un, ils sont devenus riches. Puis deux, s'ils avaient ce but altruiste en tête, ils peuvent le poursuivre Mm. ailleurs. Mais vas-y, c'est quoi ta version alors? Alors, écoute, ma version un peu, je dirais, euh, ce que je pense, c'est que, bon, comme tu dis, ils ont fait énormément d'argent. Je pense qu'il y a Mhm. encore plein d'opportunités, justement, de développer des trucs et encore en train de faire plus d'argent. Mais je verrais un petit peu ce OpenAI qui est backé un peu comme Microsoft, un peu comme un cartel, tu vois. Et ça me fait Mhm. penser à un film, je sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle Les Princes de la Ville. Justement, Non. donc tu pourras regarder et que tu as un peu ce groupe avec tous les dirigeants, tu vois, Mhm. qui se retrouvent ensemble en prison. Puis à un moment donné, bah, pour faire leur expansion, bah, chacun se fait transférer, tu vois. Donc, et là, j'ai l'impression, enfin, je me dis, est-ce que, après, je ne vais pas dire que enfin, de la science hein, derrière, mais est-ce que tu te dis que justement, avec toutes les opportunités qu'il y a créées, que eux vraiment sont les précurseurs de l'intelligence artificielle avec énormément de cash, de moyens, eh ben, chacun va ouvrir sa propre antenne. Tu vois, tu as Mira Mourati qui va faire quelque chose, tu as ce Miles qui va faire un autre truc, et que justement, ils vont pouvoir contrôler justement tout ce développement de l'intelligence artificielle auquel on est en train d'assister, qui est encore le début. Je pense que ça va tellement évoluer Ouais. dans les années. On en parlait il y a 3 semaines arrière. Microsoft est en train de reprendre une centrale nucléaire. Tu as Nvidia qui ont lancé leur propre LLM et qu'en fait, tout l'argent va là-dedans et que ça devient tellement stratégique
que bah voilà, tu vas mettre un peu tes lieutenants. Toi, occupe-toi de ça, toi, occupe-toi de ça, toi, occupe-toi de ça, pour garder en fait la mainmise sur les brèches qu'il pourrait y avoir. Tu vois. Moi, je le vois un peu de Ouais, cette manière. Je pense pas que c'est OK, bon, on a fait de l'argent, oui, c'est cool, et qu'ils partent juste parce que ils ont leur vision et tout. Je pense qu'il y a vraiment cet aspect derrière où on pourrait voir, on pourrait hein, diaboliser un petit peu Sam Altman, le CEO. Et d'ailleurs, c'est ce que disait, je regardais une interview d'Elon Musk. Je ne sais pas si c'est vrai, moi je ne le connais pas hein, personnellement. Enfin, j'ai échangé juste 2 fois par email il y a 2 ans en arrière sur un document avec lui. Mais qui dit qu'il le connaît pas, enfin pas qu'il le connaît pas, qu'il ne lui fait pas confiance, tu vois, dans la manière de gérer éthiquement l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que lui, il a peur. Moi, c'est un petit peu ma version. Peut-être je me trompe, mais je serais incapable de. Si tu veux, c'est tout à fait possible. C'est vrai qu'il y a un enjeu géopolitique majeur avec l'IA, mais bah, tu as je- quand même la NSA qui est ouais, dedans. Et je pense pas que ouais. tu puisses faire ce que tu veux. Et forcément, si tu lances quelque chose, enfin, tu as eu tellement Hmm. d'informations, de données au sein d'OpenAI que si maintenant tu lances ton truc, et ben forcément, il y a la NSA qui va venir frapper à ta porte. C'est possible, mais pour que cette théorie fonctionne, il faut faire l'hypothèse que les mecs, ils ont un plan de Sioux. Premier point. Deuxième point, qu'ils vont pouvoir l'exécuter de manière. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Et à mon avis, c'est plus les pieds nickelés que l'agence tout risque. Je veux dire, je peux parfaitement me tromper. Peut-être qu'il y a un méga plan et tout ça, mais tu veux, si on regarde en fait ce dont on parlait au début, la difficulté à diriger et à piloter une entreprise comme la Migros, c'est la galère. Savoir ce qu'il faut faire avec une entreprise comme la Migros, c'est pas facile. C'est pas facile. Et on voit la difficulté qu'il y a à gérer des entreprises de cette taille. Maintenant, tu, tu te projettes dans un truc comme OpenAI où la technologie, tous les 6 mois, elle a fait 3 triples sauts périlleux parce que tout est à réinventer, que ça chamboule l'économie. Tu as un mec de la NSA dans ton board. Les mecs avec qui tu as bossé au début, tout d'un coup, ils ont des milliards dans les poches, peut-être pas des milliards, mais ils ont des centaines de millions. Imagine-toi le Bronx que ça génère si dans une entreprise comme ça, qui était au début non-for-profit, open source, tout d'un coup, elle est all-for-profit, closed source. C'est un bouleversement avec tout cet argent qui arrive, qui en général ne révèle pas chez les gens leurs meilleures facettes et où leur donne la liberté qu'ils souhaitent. Ben, il y a de quoi faire exploser n'importe quelle entreprise. Et alors peut-être qu'ils sont hyper malins et qu'ils ont un plan, c'est possible. Je dirais que souvent le plan de l'Amérique, c'est l'entrepreneuriat en fait. C'est à mon avis, ils sont très contents que ça SM parce que ça fait qu'ils ont plus de plans qui sont insérés en terre et qui peut-être vont germer. Tu vois, si t'en as qu'un, t'es là, tu t'y accroches comme un perdu, tu te dis mon Dieu, faut que ça marche. Mais si tu as les gens qui ont, parce que maintenant OpenAI, c'est bon, ils sont sur des rails, quoi. Ça va devenir une entreprise hyper profitable. Pour le moment, c'est encore gratos, mais ils vont arriver, je sais pas, à 500 millions, 1 milliard de gens. Puis là, ils vont dire, bon, bah, maintenant, c'est payant. Une fois que ça sera rentré dans nos vies, c'est sûr et certain. Et du coup, ça va devenir une entreprise incroyablement profitable. Ils vont continuer à innover. Ils ont un boulevard. Et peut-être que les gens, en fait, qui ont fondé ça au départ, ça les intéresse plus. Mais si tu étais le gouvernement américain, tu pourrais te dire, bon, on va régner un petit peu, on va miser sur les probabilités. On va dire, ben voilà, il y a ces 20 mecs, enfin, ces 20 personnes, il y a aussi des femmes, bien sûr. Euh, tu mentionnais Mira Mourati, mais il y a ces 20 personnes, on va les laisser partir et puis ils vont tenter des trucs. Allez, il y en a 5 qui vont super bien marcher. Bah, du point de vue américain, ça renforce leur compétitivité parce qu'au lieu d'avoir que OpenAI, Microsoft et les autres, bah, tac, 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 tu as des nouvelles ventures en fait qui émergent. Et moi, je crois que c'est ça la grande, grande force du terreau entrepreneurial et de l'économie américaine, c'est que ils savent dire bon bah là, on a fait un truc, on repart sur autre chose, on essaie autre chose. Ils ont ce jus pour essayer. Et un des traits, c'est pas forcément un défaut, mais en Europe, on est plus, bon,
on a un truc, ça fait 25 ans, faut le prolonger. On est très attaché comme ça à la tradition et statique. Les Américains, ils bougent plus, c'est un immense pays. Il y a eu la conquête de l'Ouest. Les mecs qui étaient en Californie, maintenant, ils se barrent tous à Austin. Bah, on s'en fiche. Quand ils construisent des maisons, ils font pas des choses qui sont extrêmement bien construites, mais bon, ça dure 20 ans et puis après, on déménage. C'est égal, on refait. Tu vois, c'est une autre mentalité et ben, on verra. Ça, dans 10 ans, on saura quoi. Mais Ouais, peut-être même avant. peut-être. Peut-être même avant. Bah, on a eu un petit peu le cas qui est pas complètement comme je l'imagine, mais tu as eu avec la PayPal Mafia. Donc, Ouais. bon, Elon Musk s'est fait virer. Bon, il a monté ce qu'il a fait. Tu as Peter Thiel qui a monté Palantir. Ouais, Reed mais Hoffman c'était qui a pas un fait truc LinkedIn. planifié. Non, c'était pas un C'était, truc planifié, mais où tu vois où tu as quand même toujours ces atomes crochus entre certains fondateurs et puis où il y a quand voilà. même des monopoles qui se font et se défont, tu vois. Ouais, alors ça, là, on est entièrement d'accord. Il y a un truc comme ça, très certainement vu d'un œil tout à fait favorable par le gouvernement américain, parce que ça renforce leur position. Mais à mon avis, ce qu'ils font, c'est qu'ils génèrent en fait une compétition, parce que ce qu'on appelle la mafia de PayPal, c'est des mecs qui ont bossé ensemble, ils sont devenus riches ensemble, puis après ils se connaissent. Puis comme il y a plein de gens brillants, ils ont fait plein de trucs. Ils Ouais. ont essayé, mais plutôt, à mon avis, de manière chaotique que de manière téléguidée. Ouais. Mais là, je pense que ça sera très. Enfin, moi, pourquoi je le dis de manière téléguidée? Parce que ça sera forcément enfin, j'imagine, dans l'IA. Tu vois, bah, ce gars-là, Miles, quelque Ouais. chose, il part pour l'éthique. Donc, Ah ouais, ouais. ça veut dire que c'est encore quelqu'un d'OpenAI qui va dicter l'éthique. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, ouais. Non, ça, je suis Et, d'accord. Ça et veut donc, dire qu'il y a un s'il a très petit bossé, cercle. Ouais, voilà, s'il a bossé 7 8 ans chez OpenAI, il n'a pas fait 6 mois où il a détesté et puis il s'est dit, ah, ouais. finalement, non, non, bah non, c'est que tu as bossé 7 ans, 8 ans ou je sais pas combien d'années, puis qu'au final, bah, tu vas te pencher sur ces questions à l'extérieur. Donc, tu vois ce que je veux dire? Où c'est Mhm. vraiment, ça reste dans une industrie très particulière, dans un domaine très, très particulier. Et c'est là où ça peut être bien, comme tu dis, mais ça peut être aussi voilà, le monopole d'OpenAI dans tout ce qui touche à l'IA, Bah, comme le fait Microsoft, hein. tu as raison. Si tu veux, ça fait apparaître une masse critique d'acteurs très avancés dans l'IA. Et puis maintenant, si on revient sur la Suisse et l'Europe, on peut dire qu'eux, ils en sont à la deuxième génération de startups maintenant. Ouais, exact. Alors que nous, on a zéro. On n'a pas le droit de commencer. Nous, on n'a pas le droit de aller au guichet. Voilà. Donc, eux, ils en sont à la deuxième génération. Donc, OpenAI, il y a 6 ans, bam, 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 gros succès. Maintenant, tous les mecs qui ont fait ça au départ, ils partent, ils essaiment. En fait, ils Ils vont essaiment. polliniser le terreau fertile américain de l'innovation dans le traitement de la donnée. Et puis, nous, on est là, puis on se dit, ouais, quand même, hein, de respect de la privacy, blablabla. Et ouf, donc, c'est déjà la deuxième génération. Ouais. C'est Et c'est chaud. incroyable comme ça va vite, hein. Ouais. Mais c'est pour ça, si tu veux, on en parlait, mais c'est pour ça que cette manie de l'Europe de réguler avant qu'il se passe quoi que ce soit, je me dis, mais oh my goodness, c'est vraiment une erreur de proportion biblique. Et tu as raison. Ces gens-là, ils se connaissent, ils ont bossé ensemble, peut-être qu'il y a des fâcheries, des semi-fâcheries ou des amitiés, évidemment, mais allez, quand ce sera pour le business, ils vont se réconcilier d'une manière ou d'une autre, se reparler, s'aider, se donner des coups de main. Et c'est vrai que ça fait émerger une masse critique d'acteurs de très haut niveau dans une région du monde assez restreinte finalement, hein. Un truc, j'ai aucune info, mais ça me passionnerait de comprendre, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a comme initiative et comme boîte autour de l'IA en Inde et en Chine. C'est vachement intéressant de regarder ça. Alors, ouais, c'est une très bonne Parce question. Aucune idée. j'ai aucune idée non plus, parce qu'on parle toujours des États-Unis et j'imagine ils sont en avance, mais j'ai été tellement surpris par ce truc de Huawei, le nombre de brevets. Je me suis dit, bon, c'est épatant, en fait. Et je me dis, ben, ils ont quand même dû voir ça. Euh, Ils doivent on avoir, va essayer. ils doivent avoir quelque chose parce que, enfin, pourquoi il y a cette avancée de l'IA, c'est parce que justement maintenant, il y a accès à beaucoup de data. Et vu Mhm. que les Chinois, ils sont sur leur circuit fermé avec leur WeChat, ils doivent avoir et déjà Ben être oui. 1,5 milliard. Donc, c'est quoi? 5 fois les États-Unis, 5 fois l'Europe.
Donc, il doit forcément avoir quelque chose à l'interne. Ouais. À l'interne. Et Ils surtout doivent si faire la des. NSA, ils sont derrière OpenAI, Ah donc oui, eux, forcément, ils vont pas utiliser. Ouais. c'est Je sûr. pense que pour le prochain épisode, On va voir. on va Si on trouve creuser des ça. choses, hein, peut-être maintenant qu'on est fâché avec Huawei, peut-être qu'ils nous laisseront juste pas savoir. Non, nous, on n'est pas fâchés. On n'est pas fâchés. Non, non, mais bien sûr, bien entendu. Non, On mais met en c'est avant hyper passionnant. justement, on met Mais je pense que justement. tu as levé un point vachement intéressant que je souligne encore. On en est à la deuxième génération de startups qui sont à la pointe de l'IA en Californie et aux États-Unis. C'est grosse news, ça. Hein. En fait, c'est ça, Ouais. tous ces départs, c'est ça que ça signifie. Et c'est pour ça qu'ils nous balancent leur version 6 mois après. C'est pour garder aussi Hein. cet avantage concurrentiel sur les nouvelles choses sur lesquelles ils sont en train de bosser aussi. Hein. Il y a. Oh, mais ça, non, mais ça, c'est de notre faute. Ça, c'est nous, enfin, notre faute. L'Europe a décidé de légiférer avant tout. Et puis, du coup, Meta, ils sont très prudents quand ils réalisent un modèle. Ils disent, oh là là, il faut surtout pas. On va pas donner ça aux Européens. Donc, non seulement on n'a pas forcément d'industrie locale, mais en plus, on peut même pas essayer. Alors, tu peux avec un VPN, mais on n'a pas vraiment un accès privilégié. On peut dire même qu'on est un peu empêché. On a un accès qui est plus lent, qui ralentit encore l'accès à la possibilité d'innover. Enfin, ça l'empêche. Et puis maintenant, on se rend compte qu'on est à la deuxième génération de startups. Puis nous, on est là toujours comme des flons à attendre que ça se passe, quoi. C'est un peu dommage. Ouais. En tout cas, je te remercie pour cette discussion enrichissante, Merci à Pascal, comme d'habitude. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée. toi. Ciao. Ciao, ciao.